associations, aux professeurs distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, nous avons l'honneur et le privilège de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur Papa Simon Kimbangu. Tout d'abord, nous tenons à remercier Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, de l'intérêt qu'il ne cesse de porter à la jeunesse à venir de toutes les nations. Que les présidents et représentants des associations, professeurs et autorités ecclésiastiques invités trouvent ici nos profonds remerciements. L'Union de la jeunesse kimbanguiste tient aussi à remercier ses partenaires et toute personne ayant contribué d'une façon ou d'une autre à la tenue de cette conférence. Nous tenons également à adresser nos remerciements aux 3 intervenants pour avoir accepté la tâche qui leur a été confiée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, le message de Papa Simon Kimbangu est en train de prendre place à travers toutes les nations du monde. Ce message de paix, de liberté et d'amour constitue les bases et fondements de l'humanité. Il doit faire l'objet d'une étude approfondie sur tous les plans pour permettre l'épanouissement des êtres humains en général et des Africains en particulier. Papa Simon Kimbangu est la solution aux besoins spirituels et matériels de l'humanité. Il est la clé du développement du continent africain. Je déclare ouverte cette conférence intitulée Papa Simon Kimbangu, Père de la Renaissance africaine. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première intervention. Donc, la personne qui va venir nous faire cette intervention est diplômé de sciences économiques à l'université de Picardie. Il est chargé de projets au Centre d'écriture négro-africaine, en sigle SENAFRANCE, entre autres les écritures Mandombe. Donc pour l'intervention sur Kimbangu, Lumb et son œuvre, j'appelle M. Adrien Fouakasumbu, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier l'UJKI, l'Union de la jeunesse kimbanguiste, Saint-Denis, et puis tous les autres organisateurs d'avoir bien voulu m'associer à cette conférence. Il n'est pas difficile, en fait, il est très difficile plutôt de parler de Kimbangu en une seule journée, surtout si les gens, en fait, ne le connaissent pas encore. Et encore plus difficile en une demi-heure, donc en 30 minutes. C'est à quoi je vais m'atteler en essayant de respecter mon timing qui m'a été accordé. Alors, mon exposé s'intitule Kimbangu, l'homme et son œuvre. Pour ce faire, je vais développer mon sujet en 2 parties. La première partie, c'est juste l'aspect historique de l'homme, et la seconde partie, ça sera l'aspect culturel et scientifique de l'homme. Mais tous les 2 faites partie en 10 points. Donc, le premier point, ça sera l'esprit Kimbangu. Le deuxième point, prédiction de l'incarnation de l'esprit Kimbangu par Kimpavita. Deuxième point, homme Kimbangu, faits et actes. Message de Kimbangu, portrait de Kimbangu, mission de Kimbangu, œuvre de Kimbangu, Mandombe, l'œuvre prédite par Kimbangu, héritage spirituel et mental, puis patrimoine culturel.
Sans plus tarder, je vais au vif du sujet. En Afrique, nos ancêtres qui connaissaient l'être suprême, avant que les religions révélées ou non révélées puissent faire leurs apparitions, se confiaient à un Dieu tout-puissant dont les noms variaient selon les langues et les religions africaines. Et c'est dans une tradition typiquement négo-africaine. Au Royaume Congo, s'il y a un nom qui, malgré le passage de la spiritualité à la religion, a traversé les âges jusqu'à nos jours et est resté gravé dans nos mémoires, c'est bel et bien Kimbangu. Le Zaïe de nos ancêtres invoquait l'esprit Kimbangu pour tout ce dont ils avaient besoin et en toutes circonstances. Ils utilisaient une petite cruche appelée Kimbangu comme support spirituel qui était l'équivalent de l'esprit objet dont la force vitale renvoyait à l'esprit humain. En tout état de cause, nos ancêtres Congo croyaient profondément en Dieu tout-puissant comme Nzambian Pungu, plutôt nommé Nzambian Pungu, créateur de toutes choses, animées et inanimées, visibles ou invisibles. Il invoquait en toutes circonstances de la vie quotidienne à l'aide de cette cruche en entourant des champs. Quand il y avait par exemple un mort-né, ils entonnaient toujours un chant qu'on appelait Kimbangu Fulamwana, qui veut dire Kimbangu ressuscite l'enfant. Il s'agissait en fait d'une invocation collective, d'une lamentation à l'endroit de celui qui a le pouvoir sur les âmes. C'était également l'expression d'une croyance, d'une profession de foi adressée à la transcendance. Si cette invocation était destinée à rendre la vie ou le souffle vital aux morts-nés, il devait assurément exister d'autres formes d'invocation collective se rapportant à d'autres circonstances de la vie. Néanmoins, pour le peuple Congo, il paraît clair que celui à qui il faisait recours en tout temps, c'était le Nzambian Pungu, Dieu Tout-Puissant, ayant pour nom propre Kimbangu. Kimbangu symbolisait donc la puissance divine. Alors cette pratique très courante s'est intensifiée sous l'époque de la prophétesse Kimpavita. Cependant, la naissance de Kimbangu, mieux l'incarnation de l'esprit Kimbangu, fut prédite au XVIIIe siècle, en pleine période d'esclavage par la prophétesse Kimpavita. Elle dira « C'est lui qui viendra à l'ère prévue par Dieu Tout-Puissant, brisera toutes nos chaînes de l'esclavage. Rien ne résistera sous ses pieds par la puissance que le Très-Haut oindra sur sa tête. Il essuiera nos larmes et soulagera nos peines. Vous me persécutez, mais nul ici-bas ne peut disposer de mon âme. Et Dieu pourvoya un autre plus puissant qui arrivera au bout de la voie. En fait, elle exposa et critiqua l'action négative de missionnaires européens en s'attaquant à leur campagne de christianisation du Royaume Congo et éclairant ainsi ses compatriotes sur la voie à suivre, celle de la libération. Son message, qui suscita un espoir au Royaume Congo, fut accepté par les siens, d'une part, mais d'autre part, constitua un obstacle sérieux pour les missionnaires européens. Par affabulation en vue de la discréditer Kimpavita, les missionnaires trouvèrent des alibis pour que la décision de la brûler vive soit prise. Le but étant atteint, elle fut donc brûlée vive publiquement au bûcher par les clergés catholiques le 2 juillet 1706. Même à brûlant au bûcher, la prophétesse Kimpavita ne cessa de réitérer ses propos. Elle dira « La parole de Dieu ne pourra jamais être brûlée, et quoi qu'il en soit, Kimbangu naîtra et viendra arrêter l'esclavage et sauver l'homme noir. » Prédisant ainsi l'incarnation de l'esprit Kimbangu, c'est-à-dire qu'il se fera chair et naîtra sous la forme humaine, elle venait de confirmer de facto la venue du libérateur. Alors ce libérateur n'était tout autre que Kimbangu, homme, né le 12 septembre 1887 en Kamba, en République démocratique du Congo et au centre de l'Afrique. Ceci dit, les Zaï de nos ancêtres ont connu et maîtrisé l'esprit Kimbangu. Et les descendants de nos ancêtres ont, quant à eux, connu l'homme Kimbangu comme étant le premier noir africain à avoir porté ce nom. C'est à juste titre qu'ils l'ont qualifié du plus vieux et du plus jeune ancêtre de l'humanité, c'est-à-dire l'ancêtre qui maîtrise le passé et qui relève le futur.
Kimbangu fut, en tant que personne physique, un homme comme tout être humain sur Terre. Mais ses faits et gestes, ses actes de puissance, ses enseignements, comme nous le verrons plus tard, laissaient déjà entrevoir un être exceptionnel aux multiples dimensions. Déjà en 1897, à l'âge de 10 ans, autour du feu et en compagnie des amis de son père et des vieillards du village, Kimbangu était occupé à servir ses parents et leurs invités. Ces derniers félicitèrent son père en lui disant que son fils était bien éduqué et respectué. Kimbangu réagit en disant ceci: « Mon père ne t'en réjouit pas. Avant que tu sois, moi je fus. Sachez que plus tard, mon nom sera connu dans le monde entier, mais vous ne verrez plus quand ces choses s'accompliront. » En fait, il convient de souligner que la portée spirituelle de cette auto-révélation était déjà en substance l'annonce de sa transcendance. Alors, Kimbangu a commencé exactement son ministère public le mercredi 6 avril 1921 en guérissant le même jour une jeune demoiselle agonisante, la nommée Kiantondo. Cette nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre et des foules accoururent de partout vers Nkamba pour se rendre compte d'elles-mêmes du miracle accompli par Kimbangu. En quelques jours, l'autorité coloniale fut alertée. Puis les jours et les semaines suivantes, il accomplit d'autres miracles en faisant marcher les paralytiques, voir les aveugles, entendre les sourds, et enfin, il ressuscita les morts. Le cas le plus connu est celui de la résurrection, le mercredi 20 avril, d'une jeune demoiselle Dinayaku, surnommée Dina et âgée de 15 ans, morte depuis 3 jours au village Ntumba, à 150 km d'Nkamba, et qui était déjà dans un état avancé de putréfaction. Cette résurrection dévoila l'identité spirituelle de Kimbangu au monde. Elle lui valut plus tard sa condamnation à mort. En réalité, elle poussa la force coloniale à se réunir le mercredi 1er juin en conclave sous l'instigation des prêtres de Tumba. Toutes choses égales par ailleurs, les autorités coloniales, à savoir l'administration coloniale, la presse coloniale, les milieux religieux d'affaires, sans oublier la justice coloniale, d'un commun accord, ont décidé d'arrêter, de juger, de condamner Kimbangu. Pour ainsi dire tout simplement, la décision de condamner à mort Kimbangu a été déjà planifiée bien avant son arrestation. La première tentative de son arrestation eut lieu le lundi 6 avril 1921. L'administrateur colonial du territoire du Tisville, actuellement Manzangungu, Léon Georges Morel, qui auparavant avait mené une mission d'enquête en Kamba sur Kimbangu, y était retourné avec une escorte de soldats où il ordonna l'arrestation de Kimbangu. Arrêté dans un premier temps, Kimbangu réussit à se sauver en brisant les chaînes car l'heure de son arrestation n'était pas encore arrivée. Pourchassé par le pouvoir colonial, bien entendu avec la complicité des églises traditionnelles, catholiques et protestantes, Kimbangu alla se cacher parmi les siens en Bandansanda, où il installa son nouveau quartier général et opéra son ministère de prédication et de guérison en clandestinité. C'est pendant cette clandestinité que Kimbangu avait fait 2 prophéties majeures. La prophétie de la forêt de Mbouma, le mercredi 27 juillet 1921, et celle de Bandansanda du samedi 10 septembre 1921. Cette dernière est appelée enseignement des filles, car il traduit sa pensée magistrale. Après 3 mois de prédication, de guérison, d'enseignement, Kimbangu retourna le dimanche 11 septembre plutôt, dans la soirée, et le lendemain, soit le lundi 12 septembre, jour de sa naissance, il fit ses adieux à la foule et exhorta la foule à tenir bon. Puis il prédit la suite des événements en ces termes. Moi et certaines personnes ici présentes, nous serons arrêtés, jugés, relégués loin de nos villages. Quant à moi, je serai condamné à mort, mais ils me mettront en prison où je resterai jusqu'à ma mort. Quoi qu'il arrive, cette œuvre pour laquelle je suis envoyé ne peut être anéantie. Dans la soirée,
il se livra auprès des autorités coloniales représentées par un militaire belge au nom de l'adjudant Snock, qui était d'ailleurs à sa recherche. Il fut donc arrêté, jugé, puis condamné à mort le lundi 3 octobre 1921. Sa condamnation à mort fut commuée en prison, faite en travaux forcés, à perpétuer par le roi de Belge Albert Ier. Il dut alors purger 30 ans de vie carcérale dans la prison de Kassombo à Elisabethville, actuellement à Lumbashi, où il mourut le vendredi 12 octobre 1951 à l'âge de 64 ans. Sa dépouille mortelle, finalement exhumée le vendredi 25 mars 1960, ne subit pas la corruption du temps, c'est-à-dire 9 ans après sa mort, son corps n'a pas connu la putréfaction. Elle fut rapatriée à Kinshasa le samedi 2 avril 1960 par son fils cadet, Diangé Nakoutima, et Ateni Kamba le dimanche 3 avril et fut introduite dans le mausolée appelé Kilongo le jeudi 14 avril 1960. Alors, bilan. En fait, en 5 mois et 7 jours, soit 160 jours, Kimbangu n'a fait que 2 mois de ministère en liberté et 3 mois de ministère en clandestinité. Cependant, il a fait trembler la force coloniale et mis en cause leur idéologie. Mais ce qui a eu pour conséquence la déportation de ses adeptes et disciples, 150 000 personnes, soit 37 000 familles, qui les suivaient furent reléguées dans le Congo, loin de leur région natale et séparées par groupes dans plusieurs contrées du pays pour qu'ils ne puissent pas transmettre les enseignements de Kimbangu aux générations futures et que le nom Kimbangu ne soit pas répandu et connu de tous, mais plutôt qu'il soit oublié à jamais. Mais peine perdue, son message est demeuré inaltérable. Donc, en 160 jours, donc je les ai bien comptés, donc j'ai remonté l'état, ça fait exactement 160 jours. En 160 jours, son message resté indestructible est devenu aujourd'hui universel. Autrement, son message de 1921 a traversé les océans pour nous atteindre aujourd'hui ici, à l'espace La Briche, à Saint-Denis, après 90 ans. Donc, soit aujourd'hui, le 11 novembre 2013. Il est constitué de quoi ce message? Premièrement, des enseignements essentiels, essentiellement oraux, implicites ou explicites, de la prophétie du mercredi 27 juillet 1921 dans la forêt de Mbouma, la prophétie du samedi 10 septembre 1921 à Mazansanda, et puis la prophétie conversation du mardi 27 juin 1944 à Lumbashi en prison. Alors nous allons nous focaliser brièvement sur l'enseignement magistral, l'enseignement du samedi 10 septembre 1921. En voici quelques extraits. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'étais envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race du monde. L'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels tels que nous le connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Plus loin, il dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. L'autre extrait du message, la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et principes moraux pervers du monde européen. Elle ne saura plus les principes maritaux et de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues de blancs seront oubliées. Je répète, car viendra un temps où les langues de blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la race noire se réveille et puisse revêtir la maturité qu'elle avait perdue
depuis les temps les plus reculés. Partant de son message, nous pouvons en fait dégager sa pensée. Ou je dirais autrement, de sa pensée émise par son message, nous pouvons esquisser un portrait de Kimbangu et à partir duquel on peut définir son identité et sa mission. Nous, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est plutôt sa pensée consécutive à sa mission, d'où découle son œuvre. Donc, comme j'ai intitulé mon exposé, l'homme et son œuvre. Personnage historique. En fait, il s'est manifesté dans un contexte historique où l'homme noir était opprimé sous la colonisation, donc sous la domination, d'autant plus que son destin se confond aujourd'hui avec celui de la libération de l'homme noir, dont il était question en 1921. Pour ainsi dire que son histoire de 1921 préfigurait déjà son histoire, en fait, son autre histoire à venir. En réalité, nous sommes en train, en fait, vous et nous, d'écrire une autre page d'histoire de Kimbangu. Donc son histoire n'est pas une histoire du passé, c'est aussi une histoire du présent et que nous devons écrire ensemble pour que ça puisse être connu par les générations futures. Précurseur, deuxième portrait, il est précurseur dans le sens qu'il a incarné l'élite et les aspirations de son temps, quoiqu'il soit incompris de son vivant, comme d'ailleurs tout précurseur. C'est seulement à travers, son message indescriptible qu'on a discerné sa clairvoyance et puis on a compris que son engagement dans son temps transcendait le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1921, il s'est engagé et nous, aujourd'hui, nous continuons son engagement. Bien que Kimbangu, en 1921, il s'est engagé tout en étant persécuté, mais aujourd'hui, nous, en France, nous sommes engagés sans persécution. Troisième portrait, visionnaire. Il avait fait une capacité surhumaine à connaître et à prédire la vérité et de voir le passé et le présent dans ce qui va venir dans le futur. Un exemple, il avait dit « Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la race noire se réveille et puisse se revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. » Imaginez-vous, en 1921, quelqu'un qui n'a fait que 4 ans d'études primaires puisse voir dans le temps ce qui s'est passé. Voir que l'homme noir avait déjà fait des choses extraordinaires, était déjà le premier du monde, en fait, le premier à avoir apporté la civilisation à l'humanité. Donc, en fait, il a déjà vu l'antériorité, en fait, de la civilisation noire, que Cheikh Anta Diop a vu plus tard, dans les années 50-60. Pour ainsi dire que Papa Kimbangu était déjà, voyait déjà, il était, comment je dirais, il était déjà quelqu'un qui voyait dans l'espace et dans le temps, donc un grand visionnaire. Quatrième portrait, c'est envoyé et libérateur. Puisqu'il a affirmé en disant « Car j'étais envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde ». Alors, cette pensée m'a permis d'esquisser son portrait à partir duquel j'ai j'ai défini sa mission qui nous a donné en fait son œuvre. Je prends la phrase suivante. « J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. » Et j'ai mis en exergue la phrase « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». En fait, cette parole illustre tout simplement la mission de Papa Kimbangu, donc libérateur spirituel et mental de l'homme noir. Donc il s'agit de la libération spirituelle et mentale de l'homme noir. Imaginez-vous un seul instant, vous êtes parent, vous envoyez votre enfant pour vous acheter du pain. Qu'est-ce que votre enfant doit faire pour vous apporter du pain? Ou par quel mécanisme va-t-il faire pour que l'enfant puisse vous apporter du pain? Je pose la question. Vous dites à votre enfant, allez m'acheter du pain. Que va-t-il faire pour vous apporter du pain? Je lance une question au public. Exact. On va commencer par lui donner de l'argent. Donc, Kimbangu a donné sa parole.
sa parole, je considère ça comme étant l'homme noir devenant blanc et l'homme blanc devenant noir. Donc c'est la libération spirituelle et mentale de l'homme noir. Mais il fallait le moyen de sa parole, comme l'argent pour acheter du pain, le moyen d'achat ou le moyen de paiement. Donc pour moi, le moyen de la libération de l'homme noir, ce sont ses œuvres. Mais comme nous ne sommes pas au courant qu'il y a Papa Kimbangu venu nous libérer le 6 avril 1921, donc la libération n'est pas totale et n'est pas effective. Donc il faudra s'approprier ces œuvres pour que nous puissions facilement se libérer mentalement et spirituellement. Je vais quand même en citer quelques-unes plutôt, ces œuvres, ou les moyens. Exemple, le Kilongo. Le Kilongo, c'est le mausolée dans lequel se trouve présentement le corps de Kimbangu. Il convient de préciser que Kimbangu avait prédit son retour dans son village natal. Il avait dit qu'il ramènera en Kamba, avant son retour, tous les relégués arrêtés à cause de son nom. Son retour s'est effectué le 3 avril 1960, après le retour des relégués, et son corps repose aujourd'hui dans le mausolée pour l'éternité. Donc pour moi, le mausolée, comme il a été prédit, c'est aussi son œuvre. Un exemple. Deuxième exemple, le temple d'Nkamba. En 1997, à l'âge de 10 ans, il déclara « Je vous dis la vérité » auprès de ses parents. « Je vous dis la vérité. Dans les années à venir, tout le monde viendra ici en Kamba. Il y aura un grand temple qui y sera construit et toutes les nations de la terre viendront s'assembler pour glorifier Dieu. » Et troisième œuvre, l'université Simon Kimbangu. Mais le moyen ou l'œuvre la plus palpable et indiscutable, c'est l'écriture Mandombe, qui aujourd'hui est devenue une réalité culturelle et scientifique incontestable. Alors, en 1921, lorsque Kimbangu fut arrêté, à un endroit précis qui se trouve aujourd'hui entre la maison qu'on appelle la maison Monkoto et le musée, pour ceux qui ont déjà été en Kamba, ils savent de quoi je parle, entre la maison verte qu'on appelle la maison Monkoto et la maison et le musée, quand le Belge l'ont arrêté, ils l'ont déplacé à quelques mètres. Mais à l'endroit précis, les Belges ont découvert une planche. Et sur cette planche étaient inscrits ces symboles. Et en tournant ces symboles, ils ont découvert son revers ou sa symétrie. Ils ont regardé ça pendant quelques minutes, ils l'ont jeté. En fait, c'était déjà des symboles divins que Kimbangu avait montrés aux Belges. Lorsqu'on lui posait la question, quelle est la signification de ces deux symboles sur la planche, il leur dira, dans les années à venir, mes enfants, c'est-à-dire mes adeptes, feront de miracles, de merveilles avec ces deux éléments. Alors, pour preuve, je vous montre une photo, faites la photo. Quand il était arrêté, effectivement, après l'avoir déplacé, ils ont découvert cette planche. Vous voyez, il y a un militaire belge qui montre à ses supérieurs la planche qu'ils ont découverte juste là où on l'avait arrêté. « 57 ans plus tard, soit le 14 mars 1968, Kimbangu est venu lui-même nous révéler ce qu'il nous a promis à travers ces deux symboles et auprès de son élu, le feu Wabela Diopaï, David, inventeur inspiré de l'écriture Mandombe, qui nous a quittés le 20 avril 2013. Paix à son âme. En fait, tout a commencé dans la nuit du 13 au 14 mars 1978, quand Wabela Dio était âgé de 21 ans. Une voix lui dira en songe exactement ceci. Wabela Dio, va prier et te purifier dans la source sacrée, en Kamba, car je vais te confier une mission pour l'homme noir. Soudain, il se réveilla. Pour lui, ce ne fut pas un songe, mais il s'agissait bien d'un homme qui se trouvait dans sa chambre et qui l'avait appelé. Cet appel s'est répété 2 fois de suite. Au total, 3 fois dans la même nuit. Ayant médité son rêve, il a fini par comprendre que c'était un appel d'Nkamba et qu'il fallait y répondre positivement. À cet effet, il s'est rendu en Kamba.
À l'issue de cet appel et bien d'autres visions et miracles, l'inventaire inspiré Wabella Dio découvrit, après 8 mois de méditation et de prière, 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. En fait, en observant la partie non enduite du mur de briques de sa chambre, il s'est rendu compte que le maçon, en agençant les murs pour ériger les murs, plutôt les briques pour ériger les murs, combine sans s'en rendre compte les formes des chiffres 5 et 2. Autrement, les lignes formées par la superposition des briques ne sont qu'une combinaison de 2 chiffres qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Dans la nuit suivante cette découverte, il fit un rêve dans lequel un insecte noir se posa sur son vêtement en laissant une trace sous forme de 5 et 2. Puis, la nuit d'après, il vit en songe Kimbangu qui lui présenta un document blanc dont les lettres étaient dorées et brillaient. Il put lire « Vous avez vu les chiffres des activités matérielles. C'est avec ces 2 chiffres que vous réalisez tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. » À partir de là, ayant découvert l'énigme, l'inventeur inspiré commençant plutôt à rechercher, à résoudre l'énigme que cachaient ces 2 chiffres. C'est ces 2 chiffres qui furent le point de départ de ses recherches. En observant minutieusement ces éléments, il y dégagea quelques caractéristiques. Et en les combinant, au moyen de symétrie, rabattement et rotation multiple, il obtint des graphes qui lui a permis de matérialiser l'écriture qu'on appelle aujourd'hui l'écriture Mandombe. En voici quelques graphes obtenus qui s'apparentent, en fait, qui sont des consonnes, et aussi d'autres graphes qui sont des voyelles. Voilà en gros l'écriture Mandombe, ça c'est écrit Mandombe. Comme ce n'est pas une conférence sur l'écriture, je vais aller plus vite. En voici un aperçu. On a 2 textes. À gauche, c'est marqué, c'est un conte en fait, c'est marqué Bokila. Je peux lire juste une phrase. Kala, Kala, Yambo, Mondele, Akoka, Koyingela, O Mikili mo Afrika, Ba Koko, Ba Biso, Bazalaka, Solo, Nabwanya. C'est-à-dire, bien longtemps avant que l'homme blanc arrive en Afrique, nos ancêtres vivaient réellement dans la prospérité. Voici encore notre exemple, c'est l'écriture Mandombe enseignée au collège Itoa à Pointe-Noire, en Congo-Brazzaville. Alors, en fait, pour moi, le Mandombe est différent de l'écriture Mandombe. Il y a une différence que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, et ce sont mes recherches actuelles que je voudrais faire valider auprès de l'Académie de l'écriture Mandombe à Kinshasa. Pour moi, le Mandombe, en fait, est juste ces 2 signes que je viens de montrer tout à l'heure. C'est le principe divin. Et c'est à partir de ce principe divin qu'est née l'écriture Mandombe, et plus tard l'art et la science. Or, la science et l'art qui résultent du Mandombe trouvent ses applications dans différents domaines, à savoir l'art plastique, l'architecture, le calendrier, la littérature, la mécanique, l'horloge, l'astronomie, les mathématiques, les statistiques et bien d'autres. Pour ainsi dire que le Mandombe a revisité toutes les sciences existantes au monde. En voici un exemple. Partant toujours de 2 éléments découverts par le mur de briques par Wabella de l'inventaire inspiré, il en a fait un tableau qu'il appelait Kwatulendo, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. À part ce qu'il a découvert, il a continué avec toujours les 2 éléments sortis du mur de briques pour trouver des motifs décoratifs qui puissent nous aider, par exemple, à concevoir des moquettes, des rideaux ou des draps. En fait, c'est tout un cours qu'on appelle Kimbangu, là, de 24 séances, qui nous apprend, en fait, à émettre, en fait, à émettre des énoncés
des théorèmes, des axiomes, et aussi à mettre en place des tableaux ou des motifs décoratifs. En voici par exemple d'autres tableaux qui sont toujours ici de 2 éléments de l'écriture Mandombe. Et ça, c'est au niveau de l'architecture. Il y a un exemple de la façade architecturale. C'est toujours avec les 2 éléments de l'écriture Mandombe. Et voici le calendrier Kimbanguna, le calendrier Mandombe. C'est un calendrier de transition qui combine le calendrier grégorien et le calendrier Kimbanguna. Cette partie-là, c'est juste le calendrier Mandombe avec le mois qu'on appelle Kintombo, 1993, en fait 93, donc 93e année, depuis le début du ministère de Kimbangu, le 6 avril 1921. Alors, de tout ce qui précède, je dirais tout simplement que l'héritage spirituel et mental est pour moi, sans doute, la personne de Kimbangu. Il nous appartient en fait de faire des recherches approfondies afin qu'on puisse arriver à codifier scientifiquement sa pensée et de pouvoir l'enseigner dans tous les échelons du cursus scolaire et universitaire. Mais aussi, il faudra les commémorer. Si on remarque aujourd'hui, au Congo, Kimbangu n'est pas commémoré. À part ces fidèles kimbanguistes qui commémorent toutes les dates qui ont trait à ces événements, en fait des événements d'Nkamba. Mais Kimbangu n'est pas commémoré. Par exemple, le mois dernier, le 12 octobre, à Kinshasa, il y a eu une grande fête au Congo, un lancement d'une bière au Congo qu'on a appelé la petite du quartier. Il y a eu un grand événement, ils ont fait venir un grand musicien de la place pour fêter le lancement de cette bière le 12 octobre. Alors que pour nous, c'est une date formidable, c'est le 12 octobre que Papa Kimbangu nous a quittés. Si on remonte l'année dernière, le 12 octobre au Congo, il y a eu la grande fête de la francophonie, le sommet de la francophonie. Voilà comment les dates qui sont utiles pour nous, tout homme noir, en quelque sorte, est sacrifié par les autorités du pays. En fait, qu'on soit kimbanguiste ou pas, au moins il y a 3 dates essentielles pour nous. Le 6 avril, donc le 6 avril 1921, le 12 septembre, donc le 12 septembre 1887, date de sa naissance, le 12 octobre 1951, date de sa mort. Mais malheureusement, le Congo ne le commémore pas. Alors comment voulez-vous qu'on puisse libérer totalement, libérer totalement quand les autorités du pays ou les opérateurs économiques choisissent sciemment les dates qui devaient d'ailleurs consacrer à Kimbangu à des fins d'autres qu'à des fins de commémoration. En ce qui concerne le patrimoine culturel, il apparaît clair que l'accomplissement de la pensée de Kimbangu est le Mandombe. Et le Mandombe est aussi son actualisation, en fait, l'actualisation de sa pensée. Car il avait dit, il viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Mais comment les langues de blanc seront oubliées? Puisque depuis 1886, au Congo, la langue française est la langue du travail et de l'administration. La langue française au Congo, à l'époque c'était encore l'État indépendant du Congo, a été introduite par décret de l'administrateur général, représentant du roi belge, le 14 mai 1886, un an avant la naissance de Papa Kimbangu. Alors aujourd'hui, 33 ans après l'indépendance, nous continuons toujours à utiliser les langues de blanc. Pour qu'un Espagnol, par exemple, communique avec un Suédois, ils utilisent une langue continentale, l'anglais. Pour qu'un Anglais puisse parler avec un Roumain, ils utilisent toujours une langue continentale, l'anglais, ou peut-être le français. Mais comment se fait-il que nous, Africains, après 53 ans, pour qu'un Ghanéen puisse parler avec un Sud-Africain, ils utilisent une langue extra-continentale. Pour qu'un Congolais puisse parler à un Ivoirien, ils utilisent toujours une langue extra-continentale. Alors que nous sommes dépendants. En fait, nous ne sommes pas dépendants. Linguistiquement, nous dépendons de quelqu'un, en fait, de l'Occident. Donc, culturellement, nous sommes dépendants. Alors, si vous regardez très bien cette prophétie, il a bien dit
car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. C'est par le Mandombe que les langues de blanc seront oubliées, parce que le Mandombe, c'est juste une écriture qui est un outil d'alphabétisation, aussi un outil de réhabilitation de l'identité de l'homme noir, aussi de la révalorisation de nos langues. Sans le Mandombe, nos langues ne seront pas révalorisées, donc nous ne pourrons rien faire. Alors, en guise de conclusion, et ces référents de l'homme et de son œuvre, je dirais tout simplement que nous devons naturellement nous reconnaître en Kimbangu, c'est l'approprier et intérioriser sa pensée, puis apprivoiser son œuvre libérateur qui est le Mandombe, son œuvre libératrice plutôt qui est le Mandombe. J'ai dit et je vous remercie. Nous avons déjà fait plusieurs sessions de l'écriture Mandombe et on a diplômé aussi pas mal des apprenants. Sauf qu'aujourd'hui, il se pose un problème de local. On avait un local à la porte de la chapelle, mais après la dernière session, une autre association, une autre structure est venue occuper cette structure. Donc dès lors qu'on aura renouvelé notre contrat avec le centre Mama Kinzembo qui se trouve à la porte de la chapelle, nous allons reprendre nos cours de Mandombe. Par contre, pour les gens qui sont intéressés à l'apprentissage de l'écriture Mandombe, il y a un cahier bleu, ils peuvent déposer leur... il y a un cahier bleu sur la table à l'entrée, ils peuvent déposer leur nom, leurs coordonnées, afin qu'on puisse les contacter quand on sera prêt pour l'apprentissage de l'écriture Mandombe. Concernant la troisième question, je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. C'est ce qu'il avait dit. Mais malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, l'homme noir n'a pas encore acquis sa maturité spirituelle. Est-ce que c'est la faute de fait? Est-ce que la prophétie n'a pas suivi ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, si on regarde bien, il y a des gens qui ont anticipé en fait, le message de Papa Kimbangu pour pouvoir nous embrouiller encore, pour nous mettre encore dans l'asservissement spirituel et mental. Donc ils ont tellement anticipé en créant des différentes structures religieuses et spirituelles. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez au Congo, il y a par exemple l'Impevalongo, l'armée du Sali, les catholiques et consorts. Est-ce qu'avec cette division spirituelle que nous avons aujourd'hui, nous, noirs, partout où nous sommes, il y a toujours des églises évangéliques, des réveils. Est-ce qu'avec cette situation qu'on connaît aujourd'hui, avec la multiplicité des églises de réveil, la multiplicité des églises officielles et reconnues, est-ce qu'on peut revêtir la maturité spirituelle? Ça, je ne pourrais pas vraiment répondre avec exactitude, mais je pense que la maturité spirituelle, pour moi, ça sera un électrochoc. Nous en parlons même en fait ensemble. Ça sera peut-être un événement qu'on appelle Kulumbimbi qui va déclencher la maturité spirituelle. À l'heure actuelle, c'est un peu difficile, d'autant plus que nous n'avons pas encore intériorisé la personne de Simon Kimbangu en nous. Nous n'avons pas encore apprivoisé son œuvre, qu'est le Mandombe. Comment veux-tu que quelqu'un qui ne connaît pas Simon Kimbangu, qui n'est pas au courant de ses œuvres, puisse acquérir la maturité spirituelle? Moi, je pense que c'est très tôt, mais je pense que d'ici là, ça viendra. Puisque tout le monde n'est pas libéré. Par exemple, un Somalien, si vous posez la question, connaissez-vous Kimbangu? Il vous dira, je ne connais pas. Peut-être qu'il va croire que ce n'est pas une personne, peut-être c'est une chose, Kimbangu. Vous demandez par exemple un Éthiopien ou un Namibien, il ne connaît pas Kimbangu. Donc c'est à nous, en fait, de faire ce travail, de s'engager à diffuser son nom, à diffuser son œuvre dans le monde. Quand les gens sauront qu'il existe, ils seront réellement libérés. Vous et moi, nous sommes déjà libérés, puisque nous connaissons son message. Nous le connaissons et nous le comprenons. Mais pour un Ivoirien, Kimbangu ne représente presque rien. Donc d'abord, il faut la libération spirituelle et mentale totale et effective, et viendra après la maturité spirituelle. Donc pour moi, peut-être que ce sera un électrochoc pour que ça puisse arriver. Si, bon, donc juste je voudrais simplement apporter un complément de réponse à la réponse de Papa Adrien donné concernant la question de la guerre et la maturité du peuple noir. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que ce n'est pas en soi la guerre qui est censée donner la maturité au peuple noir. Mais ce n'est pas non plus censé être la maturité, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça. C'est un long processus, on apprend. La guerre mondiale,
la deuxième guerre qu'on appelle mondiale aujourd'hui, mais qui est en fait une guerre entre les pays occidentaux. Donc c'est une guerre purement occidentale qui ne nous concerne à la base en rien. Si vous faites un petit retour en arrière, vous verrez que l'indépendance, le vrai combat pour l'indépendance a commencé à être suivi un peu partout en Afrique à partir de là. Au moment où les Noirs ont commencé à être redéportés de nouveau, ils étaient confrontés de nouveau à la violence des Européens, déportés, arrachés à leur famille de nouveau, et envoyés faire la guerre en Europe, mourir pour les Européens, ensuite chassés, déportés de nouveau en Afrique et massacrés. L'histoire des tirailleurs qu'on appelle sénégalais, c'est un événement qui a beaucoup marqué l'ensemble du continent. Donc à partir de cet événement, de cette violence-là, ce traumatisme que nous avons vécu pendant s'est réveillé en fait. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut comprendre ça, que la guerre en elle-même, c'est pas ça qui a apporté le réveil. Mais la colonisation, c'était un travail d'abrutissement et les gens ont commencé à considérer que l'état de domination était normal puisqu'ils n'avaient plus vraiment la violence physique face à eux. Enfin, ils l'avaient, mais de moins en moins. Et donc, dans cet esprit-là, quand on n'a plus la violence physique et qu'on a accepté l'esclavage comme étant une situation normale, on n'est plus mature. Mais la guerre, la violence de nouveau importée à l'Afrique, a conduit les gens à se réveiller progressivement. Sans cet esprit-là à l'époque, il n'y aurait pas eu les révoltes qu'on a connues au Congo, en Angola et autres, et l'Afrique n'aurait jamais réclamé son indépendance. Donc les choses ont commencé à partir de là, je pense, principalement. Donc voilà pour le petit complément de réponse que je souhaitais apporter. Il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient levé la main. Donc 1, 2, 3, on va commencer. Merci. Lesner. Ma question va porter sur une dame dont vous avez parlé. Il s'agit de Kipa Vita, je crois. Je constate qu'elle est morte au XVIIIe siècle. Et dans ce message, on entendait déjà le nom de Kimbongo. Alors, je veux juste savoir s'il y a un lien particulier entre cette femme, parce qu'elle part déjà du nom, le patronyme en tant que tel, de Kimbongo. Donc, juste pour savoir, est-ce que son message qui est antérieur à Simon Kimbongo, sur l'origine de ce nom, tout simplement. Et ma deuxième question, enfin, c'est dans la même logique, c'est par rapport à l'écriture mandombe. Vous avez dit, et moi je suis originaire du Congo-Brazzaville, je suis concerné à plus d'un titre, vous parlez du peuple Congo. Le peuple Congo est en Afrique centrale, mais plus généralement, on fait partie des Bantous. Et vous savez très bien que nous avons ce qu'on appelle la civilisation ou la tradition orale. Alors je me demande, moi, en tant que Bantou, est-ce que ici, à notre civilisation, à notre culture, de forcément avoir une écriture en tant que telle? Est-ce que dans la conception même de la civilisation bantou, non, plus générale, du bantou donc, est-ce que nous sommes obligés à avoir une écriture alors que nous sommes censés avoir une tradition orale? C'est sur ce point précis. Et je crois que c'est bon. C'est ça. Donc, le fait que le message de Kiba Vita soit antérieur à Simon Kimbongo, comment se fait-il qu'il y ait ce patronyme simplement, et puis un peu plus loin sur l'écriture en tant que telle? Merci. Merci pour la question. J'invite justement le second papa à venir. Bonjour, bonjour. Question serait par rapport au tissu qu'il y a là, que la plupart portent. Le losange là, j'aimerais qu'on sort, parce qu'on voit des codes. Dans la vie est faite des codes. Et des codes, c'est sort depuis les hiéroglyphes. Et c'est là pour les déchiffrer. Alors premièrement, j'aurais voulu savoir ce qui figure là, sous forme de losange. J'aurais voulu savoir ce qui signifie pour l'église Kimbangis. Donc ça signifie quoi pour l'église Kimbangis? Et deuxièmement, par rapport au Mandombe. Et, le monsieur tout à l'heure vient de parler de Kimpa Vita. Mais je pense que lorsqu'on parle de Mandombe, on ne peut pas disqualifier Kimpa Vita parce que Mandombe, Mandona. On voit tout de suite Mandona. Mandona, qu'on voit la Kabbale, la Kaba, tout ça. Et de deux, nous parlons aujourd'hui par rapport à tradition morale, comment on veut dire. Les écritures, il faut savoir que déjà, nous, on n'a pas de voyelles. On n'a pas de voyelles. Donc, la morale reste différemment. Alors, lorsqu'on veut associer, on veut écrire Kimbangu, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, nous voulons écrire A, B, C, D, comme Kimbangu est écrit là-bas. Si maintenant, nous devons l'écrire sans voyelles, et sans même écriture, qu'on emploie écriture, parce qu'au commencement, c'était quoi? Je pense qu'on dit 5 et 2. 5, c'est en quelle langue? 2, c'est en quelle langue? Comment est-il possible que les bâtonnages, qui ont dit 5, c'est une symétrie, que ce soit en 2 ou en 5, on va compter 5 bâtons. Et tout en sachant que, je vais une réponse à ça, tout en sachant que
lorsque nous disons 5, et le 5 qui nous est écrit, présenté, ce n'est que par rapport à la Constitution française et à la Constitution européenne. Et c'est par rapport à la Constitution française et européenne que nous écrivons 5 et nous disons 5. Mais si on voit bien, mis à part, hors, je dis bien, hors, la Constitution, c'est 8 comme H. Parce que même dans l'alphabet gréco-romain, H occupe la 8e lettre. Alors, on cherche à écrire Kimbangu, or que 2 et 5, on dit 5, non, 5 veut dire Mba, 2 veut dire Ngu, et le singulier, en côté veut dire Nki. Donc maintenant, lorsque nous parlons de Kimbangu, on doit savoir Kimbangu, qui est Kimbangu? Moi, si je rapporte une question, qui est Kimbangu? Est-ce Kimbangu, c'est vraiment l'être physique que nous voyons là? Parce que derrière la photo, il y a ce qu'on appelle des murs de briques. Et dans la plupart des films scientifiques, quand vous regardez, il y a toujours le mirage de briques. Qu'est-ce que veut dire mur de briques? Voilà, maintenant, Kimbangu est-il une personne ou un être physique, ou un esprit? Parce que nous parlons de Mandombe, on est là pour Mandombe. On parle de Kimbangu. Alors, lorsqu'on parle de Kimbangu, est-ce que Kimbangu, c'est la photo? Kimbangu, c'est la photo? C'est ça ma question. Chiffre 5, Jésus a combien de lettres, Jésus? Jésus a combien de lettres? Et chiffre 5, l'astrologie, oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Mbang. Maintenant, en quelle langue? On dira pas Kundungu Pelekete. Oui, maintenant, pas Kundungu Pelekete. Pour construire. Je pense que... je m'arrête là, mais je fais comment dire, une mosaïque de questions, quoi. Parce que nous parlons de Kimbangu, mais il ne faut pas confondre c'est quoi Kimbangu. Maintenant, moi quand j'ai appris, pour finir, lorsque moi j'ai appris Kimbangu, c'était Kimbangu. Mais maintenant, je vous apprends, ce n'est pas Kimbangu. C'est Nki, Mbangu. Pourquoi à 15 heures? Vous n'avez pas compris? Kimbangu, ce n'est pas un être physique. Je dis bien, Kimbangu, ce n'est pas un être physique. Tant que vous allez vous arrêter à dire Kimbangu, un être physique, quels que soient les bouquins, quel que soit tout ce que vous allez voir, vous n'allez rien faire. Parce que nous, on est des bantus, des montus, la conscience. Un être conscient n'a pas besoin d'aucun manuscrit. Il capte direct. Pourquoi on a des cheveux noirs? Pourquoi on a des cheveux? Parce que je vous parle, votre corps est constitué de Kimbangu. C'est l'anatomie. Alors arrêtez de mettre Kimbangu autant qu'un être physique. Arrêtons de mettre Kimbangu autant qu'une église. Parce que même le nom église, c'est occidental. Et pour finir, on dit que Papa Dialungana, c'est Kolo Yezu. Alors je veux savoir, maintenant on dit que l'église Kimbangiste par son envoyé Jésus-Christ. Maintenant si Dialungana et Jésus-Christ par les Kimbangistes qui fêtent Noël, alors c'est comme si c'est Dialungana qui a envoyé Kimbangu. Merci. C'est un d'être très bref, hein, donc je m'adresse directement à l'intervenant. Quels sont les moyens susceptibles donc d'être déployés en fait pour que la vulgarisation du personnage en fait de Papa Simon Kimbangu et son œuvre en entière puisse être vraiment vulgarisée dans le monde entier, disons, voilà, dans les 4 coins du monde, les moyens réels donc à déployer vraiment. Tout simplement ça. Merci. De vos questions. Je commence par la dernière question. Les moyens mis en œuvre pour vulgariser l'écriture Mandombe, c'est ça? Développement. Oui. En fait, oui, les moyens sont déjà là. Donc, par exemple, le Centre d'écriture nord-africaine qui gère l'écriture en France, existe déjà en France et partout au Congo. Même à Kindu, même à Aketi, il y a des centres. Donc moi j'ai des preuves même avec des photos. Donc déjà au Congo, il n'y a pas de problème. En Angola, ça existe. Au Congo-Brazzaville, j'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, à l'école, au collège Itois, au Congo-Brazzaville, que ce soit à Brazzaville, dans la capitale, ou à Pointe-Noire, ça existe. Donc, et puis l'écriture est déjà enseignée à l'université. J'ai un programme, je pèse dans mon sac, j'ai un programme d'université. L'écriture a été reconnue par le ministère. Donc, c'est enseigné dans 3 universités au Congo. En fait, à part l'université Simon Kimbangu, c'est enseigné dans 3 universités au Congo. L'université de Kinshasa, l'université de Lumbashi et de Kisangani. J'ai tout un programme, je vais vous montrer donc, à tout le public. Donc, de ce côté-là, les moyens sont déjà mis en œuvre. Et un autre moyen pour vulgariser le nom en fait, de Papa Kimbangu, je pense que l'Église le fait suffisamment. L'Église est aujourd'hui implantée dans 34 pays du monde. Donc, même
actuellement, j'ai entendu parler de Malawi. Il y a aussi l'église Kimbanguiste, dont l'église est implantée. Donc, à ma connaissance, de ce côté, il n'y a pas de souci. Seulement, il y a des divergences de vues, d'opinions. Vous avez vu les questions de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. C'est dû à la non-maîtrise, à la non-compréhension de Kimbangu. Kimbangu, on ne le connaît pas assez. Même moi qui vous parle, je ne le maîtrise pas assez. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions se rencontrer souvent, multiplier les conférences, pour que nous puissions avoir un seul Kimbangu. Parmi nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kimbangu. Quel est le vrai, quel est le faux? Moi, je pense que tout ce qu'il a dit, tout ce qui est contenu dans son message, moi, je suis en train de vivre. D'abord, l'écriture Mandombe, il a prédit, je vous ai montré tout à l'heure la photo, avec un signe en 1921, en 1977, il est venu nous le révéler. Donc, en tout cas, je suis dans l'église Kimbanguiste, je vois des choses qui s'accomplissent conformément à ces prophéties, donc il n'y a aucun doute. Donc, à ma connaissance, la voie que nous devons suivre, c'est cette voie-là. Mais aujourd'hui, comme il y a des différences d'opinion, venez nous voir, on va régler ça ensemble, il y aura des conférences pour que vous sachiez qui est Simon Kimbangu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... C'est bon, merci. Concernant l'origine des Écritures, je reviens à la question, je n'ai pas votre nom. Esther. Esther. Bon. Les Écritures ont existé en Afrique. Même au Royaume-Congo, il y avait des Écritures. Je vous donne, regardez au tableau, par exemple, l'origine de l'écriture dont on parle aujourd'hui, l'écriture latine. En fait, ça vient de l'hiéroglyphe. Avec le 22 lettres hiéroglyphes, les Égyptiens qui habitaient en Égypte sont allés vers le Sinaï. Ils ont mis en place le proto-sinaïtique ou le proto-cananéen. C'était toujours sur la base de tête de bœuf. Et après, les Phéniciens plutôt, ont adopté l'écriture, c'est devenu Aleph. C'est un noir phénicien d'origine égyptienne, qu'on appelait Cadmos, qui est allé enseigner aux Grecs l'écriture phénicienne ou hiéroglyphique avec 22 lettres. Et quand les Grecs l'ont pris, ce n'est plus en hébreu comme en phénicien, Aleph A, Beth B, Gimel C, Dalet D, mais c'est devenu Alpha, je ne cite que 4, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Puis les latins ont récupéré, ils ont créé les 26 lettres. Donc l'écriture, c'est vous qui avez appris à l'homme blanc. L'écriture vient de l'Afrique. Et si je remonte encore plus loin, en Afrique centrale, en fait, le berceau de tout, même cette écriture-là, le berceau est en Afrique centrale. Le berceau des lettres et de la numération, en fait, des nombres, c'est en Afrique centrale. Tout à l'heure, il parlait des chiffres. Les chiffres viennent du Congo. 5, c'est pas parce qu'on dit 5, on dit mitano, c'est toujours pareil, ça dit qu'on utilise le français. Je réponds directement aussi, entre-temps, parallèlement à sa question. 5, c'est français. Mitano, c'est lingala, c'est juste 5. Mais ça vient de chez nous. L'os Ishango, ça vous dit quelque chose, non? L'os Ishango, l'os qu'on a découvert au Congo, qui date de 29 000 ans, avant notre ère. C'est sur la base de cet os qu'on a mis en place la numération, qui est devenue aujourd'hui 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, les nombres ne viennent que de l'Afrique. L'écriture ne vient que de l'Afrique. C'est nous qui avons appris à l'homme blanc tout ce qui existe, quelle que soit, même la science. Je vais continuer. J'ai un extrait d'un livre écrit par un Congolais qui s'appelle Batikama Bamapuya Mawandawala. Ça s'appelle L'Ancien Royaume du Congo et les Bas-Congo. C'est paru chez l'Harmattan en 1999. Moi, je l'ai acheté en 2000. Il dit ceci, suivez très bien. Si l'écriture n'est que l'art de représenter la pensée par des caractères ou des signes conventionnels, le royaume Congo peut s'enorgueillir de figurer parmi les pays ayant possédé un système d'écriture, avant de connaître celle inventée par les Phéniciens. Donc pour lui, la personne qui a écrit, c'est que l'écriture a été inventée par les Phéniciens. Donc l'écriture latine aussi ne vient même pas des Occidentaux. Donc il a dit plutôt, en fait, comment je dirais, fouiller dans les archives, il a compris que l'écriture a été inventée par les Phéniciens. Je continue. Le royaume Congo peut s'enorgueillir de figurer parmi les pays ayant possédé un système d'écriture avant de connaître celui inventé par les Phéniciens. Nos ancêtres écrivaient pour s'adresser
de messages. Il s'écrivait, c'est-à-dire, il se dessinait sur un morceau de calebasse, sur toute une calebasse ou sur un autre corps servant de tablette, comme la pratique est encore en usage à la côte, un ou plusieurs objets ou une ou plusieurs scènes en rapport avec les nouvelles qu'il voulait communiquer. Évidemment, ces objets, ces dessins et les idées qu'il exprimait ne pouvaient être que ceux fixés par la Convention, tels qu'il était enseigné dans les centres de formation. C'est ce système qu'ailleurs on a baptisé du nom de pictogramme en Égypte. Cependant, l'écriture congolaise ne se serait pas arrêtée à ce stade rudimentaire. Elle aurait connu une évolution telle que semble le prouver l'existence de ces signes découverts dans les différentes grottes du pays, notamment celles de Wovo, Mbuzi, Mvandi, Biongo. Comme le font d'ailleurs remarquer Remekers, c'est un écrivain belge, c'est un belge, et Van Moorsel, ces sites, quoique très distants les uns les autres, leurs signes sont parfois identiques. Donc l'écriture a existé. Il y a l'écriture Bamoun au Cameroun. Donc l'écriture, c'est nous qui l'avons inventée. Concernant Kimpa Vita, peut-être mon collègue pourra vous répondre. Kimpa Vita, je crois que ça signifie Kimpa, c'est le doigt, Vita, c'est la guerre. Kimpa qui a lembo, comme on dit Kimpa qui a lembo. Mais je n'ai pas m'approfondi la recherche sur Kimpa Vita. Ce que je sais seulement, avant qu'il commence son ministère de libération de l'homme noir qui était asservi spirituellement, mentalement par le prêtre portugais, il invoquait déjà l'esprit Kimbangu. L'esprit Kimbangu était invoqué à l'aide d'une cruche qu'on appelait Kimbangu. Et c'est elle qui a prédit la première, l'incarnation de l'esprit Kimbangu. Et l'homme Kimbangu s'est fait, l'esprit Kimbangu s'est fait chair en Kimbangu que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà sa photo. Autre chose, c'était la connaissance des Kimbangu. Je disais tout à l'heure, en fait, je crois que ça a été posé. En fait, il n'y a personne qui a la connaissance infuse de Simon Kimbangu. De Kimbangu plutôt, pas Simon, Kimbangu. Il a été réellement esprit et il s'est réellement incarné. Et la preuve, déjà, avec les symboles que je vous ai montrés, on peut peut-être aller plus loin. Avec les symboles que je vous ai montrés tout à l'heure, je vais les retrouver rapidement. Ça veut dire beaucoup de choses, ces symboles. Je vais vous raconter rapidement une histoire pour conclure, pour finir. Une fois, l'inventaire de l'écriture, l'inventaire esprit de l'écriture a animé une conférence à l'université de Kinshasa, à la faculté des droits, et il y avait un étudiant qui lui a posé une question. Il dit, à la fin de la conférence, il lui dit « Félicitations, cher inventeur, j'ai bien suivi votre conférence du début jusqu'à la fin. Mais je vois qu'il y a un Dieu quelque part qui vous a inspiré. Mais donne-moi son nom dans le monde spirituel. » Enfin, l'inventeur ne savait pas quoi dire. Il dit, mais c'est quoi? Il a un nom dans le monde spirituel. Il doit avoir un nom dans le monde spirituel. Il dit, non. Je vous dis, c'est Kimbangu qui m'a inspiré. D'ailleurs, voilà la photo. Il m'a inspiré, donc c'est lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois de méditation? En songe, il s'est retrouvé en Kamba. Et soudain, il voit un homme venir de loin. Il voit juste une silhouette qui avançait vers lui. Et à force, plus la silhouette avançait vers lui, il a commencé à distinguer la personne. C'était un songe. Et puis du coup, il comprend que c'était Kimbangu. Et il lui dit, Nda Kuwazai Savo, ce qui veut dire, va leur dire que, Mono, c'est-à-dire moi, Nda Kuwazai Savo, Mono, va leur dire que moi, il passe en français, roi de nombre pair et impair, le maître des pays en profondeur. Comment un individu, qu'on dit Kimbangu, peut-il se dire roi de nombre pair et impair, le maître des pays en profondeur? Alors, on n'a pas compris. Moi, personnellement, je n'ai pas compris. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé qu'il y a un mathématicien qui s'appelle
Léopold Kronecker. Il est né en 1564, il est mort en 1642. Il a dit ceci, et le reste sont l'œuvre de l'homme. Je dis, tiens, Dieu a créé l'homme entier, et le reste sont l'œuvre de l'homme. Plus loin, j'ai remarqué que Pythagore, qui a volé notre connaissance, parce que le théorème de Pythagore, c'est un théorème qui existait déjà, il a passé 22 ans en Égypte, il a pris les théorèmes, et on a dit théorème de Pythagore. Il a volé. Donc il a pris la science, la connaissance là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Il dit, l'harmonie de l'univers est régie par les nombres entiers, pairs et impairs. Donc l'harmonie de l'univers est régie par les nombres pairs et impairs. Et Kimbangu nous dit qu'il est le roi des nombres pairs et impairs. D'après vous, il est au-dessus des nombres. Qui peut-il être? Alors, faisons des recherches, vous et nous, pour creuser, pour savoir qui est juste Kimbangu. Donc, nous faisons des discussions. Les gens, parfois, ne maîtrisent pas la personne, ne comprennent pas la personne. On peut connaître, on peut les prier, mais il faut les connaître. Je vais finir en donnant un exemple très précis. Vous avez 5 enfants. Vous les numérotez, numéro 1, 2, 3, 4, 5. L'enfant numéro 5 est parti à l'internat. Il vous reste 4 enfants. De ces 4 enfants, vous leur dites, ça c'est du feu. Ne les touchez pas. Si vous touchez, ça brûle. Donc l'enfant qui est resté, qui est parti à l'internat, a l'ignorance du feu. Il ne sait pas que le feu existe. Mais les 4 enfants ont déjà la croyance. Ils croient que le feu brûle. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi ces 4 enfants, l'autre est parti à l'école. Et il reste 3 enfants. Numéro 1, 2 et 3. Le numéro 3 touche au feu. Et il se brûle. Vous savez que ça fait le feu quand on se brûle, la peau s'arrache et qu'on sort. Alors qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui est parti à l'école est resté dans la croyance du feu. L'enfant qui est à l'internat est dans l'ignorance du feu. Par contre, l'enfant 3 a la connaissance du feu, parce qu'il a touché au feu. Mais tous les autres, les enfants 1 et 2, les enfants plutôt 1 et 2, ont le savoir du feu. L'enfant 1 va chercher dans le bouquin, il fouille, il veut comprendre le feu. Alors quand il y a la flamme, il y a des zones, zone orange, zone rouge, zone jaune. Il comprend le feu, il comprend le fait de la flamme, il dit, ah, si on met un couvercle, le feu, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc l'enfant 1 a la compréhension du feu. L'enfant 2 a le savoir du feu. L'enfant 3 a la connaissance du feu. L'enfant 4 a la croyance du feu. Et l'enfant 5 a l'ignorance du feu. Donc allons-y vers la compréhension. Ne restons pas vers la connaissance ou le savoir ou la croyance. Voilà, c'est à quoi je vous demande. Il faudra creuser, aller plus loin pour comprendre qui est Kimbangu. Donc, évitons les débats inutiles. J'ai vu des losanges, j'ai vu ça. Excusez-moi, permettez-moi. Nous devons creuser, comprendre Kimbangu. Qui est-il? Se reconnaître en lui, se l'approprier et puis apprivoiser son œuvre. Son œuvre est là, c'est palpable. Il dit, il est le roi des nombres. Et Pythagore nous dit que l'harmonie du nombre, l'harmonie de l'univers est régie par les nombres entiers, pairs et impairs. Il a dit, depuis quand? Depuis longtemps. Pardon, papa, je vais finir. Pour dire tout simplement que même Pythagore a volé. Il y a un livre écrit par Charles Hippolyte de Paravet qui s'appelle « Essai sur l'origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des lettres de tous les peuples ». Donc pour Charles Hippolyte de Paravet, c'est un livre écrit à Paris en 1826 aux éditions Treller Verte à Paris. Il a écrit, je répète, « Essai sur l'origine unique et hiéroglyphe des lettres et des chiffres ». Il dit ceci, « En considérant les noms des nombres dans leurs ensembles, nous verrons d'abord que Confucius, mais aussi Pythagore, d'après une théorie qui leur soit fort antérieure, divisaient tous les nombres en impairs ou célestes, aussi en mâle et femelle, et pairs terrestres. Cette division s'est trouvée déjà marquée dans la table mystère des Hauts-Tout, la table de sortie des fleuves. Donc, il y a déjà un écrivain français, en 1826, il a déjà contredit, il n'a pas contredit, il a démontré que Pythagore
pris quelque part. Donc, creusons pour savoir, pour connaître et comprendre qui est réellement Kimbangu. Il a des facettes spirituelles, il a des facettes culturelles, scientifiques, géopolitiques, mais il faut continuer le combat. Je vous remercie. Merci à tous. Je vous demande encore une fois de l'applaudir parce qu'on a fini pour cette intervention. Vous pouvez applaudir Papa Adrien, s'il vous plaît. Je tiens à préciser, pour toute question que vous aurez à lui poser ultérieurement, il y a un cahier qui circule pour pouvoir vous désaltérer et prendre un petit gâteau. Merci. Il est le directeur général de la société Zayadio. Il est le créateur du système d'exploitation Nzitani. Système en 17 langues africaines et en mandombe. Je vous demande d'applaudir Papa Kibavudine Sangani, s'il vous plaît. Quand même, j'ai remarqué qu'il y a parmi nous des personnes qui parlent plus le lingala et autres. Tout le monde ne parle pas lingala, donc j'essaierai de temps en temps de faire des petites interruptions pour expliquer en lingala ce que j'aurais expliqué en français pendant la conférence, à l'intention de nos aînés qui sont là, qui auront besoin peut-être de suivre aussi, puisqu'ils ont fait le déplacement. Alors, le sujet donc, de ma petite intervention d'aujourd'hui est dans la continuité de ce qui a été dit juste avant par Papa Fokasumbu, concernant donc l'œuvre de Papa Kimbangu. Simplement, moi, je vais aborder plus l'aspect Renaissance africaine. Qu'est-ce qui est entendu par Renaissance africaine? Et je vais être un petit peu, comment dire, on va aller vraiment essayer d'aller au fond des choses, mais d'être rapide. Donc, j'aimerais vraiment que vous ayez votre attention, vraiment, voilà, soyez concentrés, de manière à ce qu'on puisse vraiment suivre et se comprendre. Et voilà. Bien. Donc, je vais reprendre là où Papa Adrien avait laissé, et surtout réagir en fait, enfin pas réagir, mais plutôt que de commencer comme j'avais prévu de le faire, je vais aller vraiment, puisque je me suis rendu compte en attendant certaines questions qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, c'est-à-dire, bon, c'est pas une critique ou autre, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de clichés on va dire, et beaucoup de mensonges qu'on a intériorisés et qu'on prend pour vrai. Tout à l'heure, le frère qui est assis là, a posé une question sur l'oralité, et partait du principe que la civilisation africaine était une civilisation orale et donc est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une écriture. L'autre question qui était posée par Papa Kalukembi concernait si le peuple noir avait besoin d'une guerre en Occident pour retrouver sa maturité. Donc je voudrais commencer par poser les notions de base vraiment, les notions vraiment essentielles, puisque là il s'agit de Renaissance africaine et qu'est-ce que l'on entend par là. La question qui était posée par notre frère tout à l'heure, dont je n'ai pas retenu le nom puisque le son n'était pas terrible. Pardon? Esler, d'accord, merci. Et désolé. Donc, la question qui était posée, en fait, ça m'a évoqué beaucoup de choses, puisque précisément la mission de Kimbangu, son travail, son œuvre, son enseignement, était tournée vers deux choses. La première, c'était quelque chose qui lui était, on va dire, imposé par les circonstances. C'était un combat. Un combat contre quoi? Contre le système colonial et tout ce qui nous avait fait intérioriser. C'est-à-dire toutes ces notions-là, l'oralité et toutes les choses qu'on a l'habitude de prendre pour normales, pour vraies, dans notre comportement, dans notre manière de penser, de raisonner, d'agir et d'expliquer à nos enfants, d'enseigner à nos enfants certaines valeurs. Beaucoup de choses sont complètement fausses, d'autres sont absurdes, tout simplement parce que ça fait partie d'un long travail qui a été fait sur nous pour nous priver justement de cette maturité dont Papa Kalouké me parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la question de l'écriture est importante? Parce que Papa Adrien commence à répondre tout à l'heure. L'écriture, en fait, c'est la base, on va dire, même de la civilisation. Donc, c'est pas que c'est il ne faut pas se mettre dans cet état d'esprit-là en se disant, voilà, nous avons une civilisation orale, et donc se définir de cette manière-là. Des étrangers nous ont défini d'une certaine manière en nous privant de tout. Tout ce qui faisait nos caractéristiques, tout ce qui faisait notre identité, notre culture, on nous l'a soigneusement arraché et on nous a créé une identité qui était fictive, dans laquelle nous n'avions pas d'écriture, nos langues étaient des dialectes, nous étions des ethnies, tout un vocabulaire qui a été créé pour nous asservir. Et justement, l'un des enseignements principaux de Kimbangu, justement, lors de son bref ministère, tournait autour de la question de l'identité, c'est-à-dire se connaître. Il a beaucoup insisté sur le problème de la langue, parce que, comme le frère l'a fait justement remarquer tout à l'heure, nous nous exprimons plus dans des langues qui sont étrangères aujourd'hui,
et à travers des termes, des concepts qu'on maîtrise moins bien dans cette langue puisqu'elle est étrangère. Donc, ces termes, en fait, qui sont ethnie, oralité ou d'autres termes encore qu'on va aborder après, ça correspond à des définitions. Chaque mot qu'on emploie a un sens, une idéologie, et chaque idéologie pèse sur les consciences des gens, et tout ça a une importance capitale. C'est des choses qu'il ne faut jamais négliger, et on va aborder ça tout à l'heure. Donc, j'introduisais juste mon sujet comme ça, en rappelant ce qui est la Renaissance africaine. Qu'est-ce qui doit renaître pour commencer ? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que nos civilisations, ce que Kimbangu nous faisait comprendre, et les points sur lesquels il insistait énormément, le premier était la culture, l'identité. On a l'habitude en fait de le présenter comme une personne qui prêchait beaucoup des messages religieux, spirituels et autres. Là aujourd'hui, on va, en tout cas pendant les quelques minutes que qu'on m'a accordé, je ne vais pas vraiment rentrer dans le côté spirituel et très superstitieux et autres. On va être beaucoup plus dans le côté pragmatique des choses, dans le côté vraiment historique, factuel des choses. Pourquoi ? Parce que la question de l'identité, c'est la question fondamentale de toute société qui est la nôtre, et dans la nôtre, pardon. Kimbangu commence sa mission, donc bien sûr il y a eu le côté miraculeux, le côté spirituel et autres, mais les choses qui ont fait qu'il a été condamné, jugé, arrêté, traqué comme un animal, ce sont les suivantes. La première, c'est son enseignement sur la culture. Il faut savoir que Kimbangu insistait énormément sur le côté historique, sur le côté connaître son histoire, ses racines, l'enseigner aux enfants. Il avait une phrase qui revenait souvent chez lui, c'était une analogie en fait. Il disait souvent qu'un arbre sans racines, il finit par mourir, ce qui est logique. Notre peuple aujourd'hui, privé de ses racines, se dirige vers sa perte. Il disait à ceux qui le suivaient qu'il était essentiel, fondamental et vital de renouer avec ses racines, de transmettre ses racines aux enfants, puisque ce sont elles qui permettraient la renaissance de notre peuple. Ça, c'est une première chose. Les racines en question, qu'est-ce qu'elles sont ? Il a été injurié, traité de fou et de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de qualificatifs désobligeants, parce qu'il disait, contrairement à l'enseignement biblique, à l'enseignement catholique ou chrétien ou protestant, peu importe, ou de manière générale à l'enseignement occidental, Kimbangu disait que, contrairement à ce que nous disait, nous n'étions pas le dernier fils. Vous connaissez l'histoire de Noé et ses 3 fils. La malédiction de Cham où Cam serait son dernier fils, l'homme noir. Or, Kimbangu disait que nous ne sommes pas les derniers nés de la création, nous sommes les premiers, les pères et les mères de l'humanité. Il allait plus loin. Kimbangu qualifiait l'homme noir de Dieu sur terre. C'est une chose extrêmement importante, on va revenir après là-dessus, expliquer pourquoi et dans quel sens il faut comprendre ces propos, cette idée-là. Lorsque Kimbangu s'exprime sur la question de la place de l'homme noir, il disait constamment « Revêtez votre maturité, retournez à vos cultures, retournez à vos racines, parlez à vos langues, enseignez vos langues à vos enfants, car c'est à travers ces langues que vos enfants construiront et bâtiront leur avenir, sont elles qui vous libéreront. » C'est un enseignement, en fait, qui paraît aujourd'hui à beaucoup de gens peut-être secondaire ou superficiel, puisque beaucoup de gens se demandent la langue, en fait, ça sert à quoi ? On peut parler français, on peut parler anglais, on peut parler espagnol, on se dirait, bon, ça sert à quoi ? J'ai abordé un peu la question tout à l'heure rapidement, en expliquant que la langue, c'est pas simplement un ensemble de mots. La langue, elle porte une idéologie. La langue, elle porte une culture, elle porte des savoirs. Quand vous enseignez les enfants dans une langue étrangère, par exemple, on va prendre le cas du français, qui est la langue qui malheureusement, malgré nous unit tous, plus ou moins. Vous avez peut-être remarqué, dans notre population, on va dire en RDC principalement, mais c'est le cas de l'ensemble de l'Afrique, on a très peu de scientifiques. C'est un fait. On se considère comme étant étranger aux sciences, aux mathématiques. Tout ce qui est scientifique, il y a une espèce comme une barrière. Et c'est une barrière psychologique. C'est la langue principalement qui fait ça. Pourquoi ? Parce que lorsque vous enseignez un concept abstrait à un enfant, cet enfant a besoin de maîtriser ce concept. Comme expliquait Papa Adrien, il y a ceux qui maîtrisent, ceux qui comprennent, et il y a ceux qui savent, qui connaissent, et puis il y a ceux qui ignorent. Notre population aujourd'hui, elle va rarement au-delà du stade de connaître, c'est-à-dire qu'on peut connaître les choses, on peut les apprendre, mais on peut rarement les maîtriser et innover à partir de ces choses-là, parce qu'on ne maîtrise plus les concepts.
Quand vous voulez maîtriser un concept, il est indispensable que vous puissiez le comprendre, l'assimiler et le vivre. Quand on enseigne à un enfant que, ce qui est le cas dans beaucoup d'écoles ici, et vous avez peut-être eu l'expérience, ceux qui ont grandi ici, dans les écoles occidentales, ou dont les enfants ont grandi ici, on vous dit souvent ce discours que les enfants noirs ne sont pas faits pour les mathématiques, que les mathématiques sont une chose pour les Arabes, et ainsi de suite, que ce sont les Arabes qui l'ont inventé, et tout ça. Tout un ensemble de légendes, de mensonges, qu'on vous fait rentrer dans la tête à cause de l'impact psychologique que ça a sur chacun d'entre nous. Un enfant qui apprend ça, ça lui crée une distance avec ces savoirs-là. Il y a une barrière. Dès qu'il voit les mathématiques, non, ça ne m'intéresse pas. Ça, j'y arriverai pas. Tout ça tourne autour de la langue et l'histoire, la culture. Si on revient en 1921, Kimbangu et ceux qui l'ont suivi ont fait des choses extraordinaires, hors du côté spirituel, des miracles et autres. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi au niveau social, au niveau culturel. On avait par exemple beaucoup des gens qui étaient catalogués comme étant les suivants de Kimbangu, dont leurs enfants étaient rejetés des écoles. Ça a commencé pas en 58-59, mais ça a commencé dès 21. Toute personne qui était soupçonnée d'appartenir à son mouvement était rejetée de l'école. Il faut savoir que le système colonial limitait l'accès à l'enseignement. On ne souhaitait pas que nous ayons accès aux connaissances scientifiques et à la maîtrise des technologies, sachant que c'est cette maîtrise des technologies qui permet à un peuple de se distinguer d'un autre ou de rivaliser avec un autre. Bon, j'espère que jusque-là, je ne vais pas trop vite et que je ne suis pas trop... Enfin, j'essaie d'employer un langage très simple. Alors, en 1921, que se passe-t-il? Il y a toute une série un ensemble de familles, en fait, dont les enfants commencent à être rejetés des écoles, les parents exclus du système, du système colonial, qui était le seul à produire des emplois, par exemple. Il y a un homme dont le nom évoquera de quelque chose à beaucoup. Il s'appelait, son nom, on l'appelait Papa Dragon Mvoama Malanda. Donc son fils est vivant aujourd'hui, ses petits-fils et petites-filles sont vivants aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs des membres de famille, mais ici beaucoup les connaissent. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il avait une formation autodidacte de comptable et il lui-même a été exclu du système colonial à cette période-là, tout simplement à cause de ses idéaux. Il a été exclu. Ses enfants étaient exclus et un certain nombre d'enfants étaient aussi exclus de l'accès à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé ses enfants, il leur a transmis ses connaissances, ses matières en comptabilité. Mais il leur a enseigné dans sa langue, dans leur langue, en Kikongo, contrairement à l'enseignement colonial qui se faisait dans le français. En 2 à 3 ans d'enseignement, ces enfants ont atteint un niveau qui dépassait le niveau de l'enseignement colonial. Pourtant, ils les enseignaient sans moyens. Ils n'avaient pas de cahier, pas de banc, pas d'école. Que s'est-il passé? Les Belges ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Ils ont vu qu'il y a un problème. Ces jeunes-là qui n'ont pas accès à l'école, ils dépassent de loin le niveau que nous, on cherche à leur imposer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré tous ces enfants, ils les ont fait entrer dans la vie active et intégrés dans le sillage, dans l'administration coloniale, pour arrêter leur progression. Où est-ce que je souhaite en venir avec cet exemple-là? Simplement insister sur cette analogie qu'avec 1 an ou 2 ans d'enseignement d'une personne seule, il a enseigné les enfants dans leur langue, ils ont atteint un niveau qui dépassait le niveau qui était prévu par l'administration coloniale. C'est-à-dire, il y avait quand même, bien qu'on cherchait à limiter les gens, le niveau qui était là correspondait à un certain programme scolaire, il y avait des moyens, il y avait une pédagogie qui était mise en œuvre, mais le simple fait d'enseigner les enfants dans leur langue leur a permis de maîtriser des concepts qui n'auraient pas été maîtrisés autrement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Renaissance africaine, ce sont tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. L'aspect linguistique, l'aspect culturel, l'aspect historique. On a insisté un peu sur l'aspect historique tout à l'heure, mais j'aimerais insister encore un peu plus là-dessus. J'ai abordé rapidement la question des sciences et des technologies. Bon, beaucoup de gens ici vont certainement être surpris, et malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps pour développer ça dans le détail, mais il faut savoir que dans l'Antiquité, bien avant qu'il y ait un seul peuple occidental qui existe. Donc, pour vous donner une indication, l'être humain existe depuis environ un peu plus de 150 000 ans. 150 000 ans, c'est beaucoup de générations. Sur un siècle, il y a 3-4 générations.
Eh bien, 150 000 ans, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de générations. Et ceux qu'on appelle les Blancs aujourd'hui ont environ 4 500 à 5 000 ans d'existence. C'est très peu en comparaison de l'histoire de l'humanité. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres, qui étaient là bien avant tous ces gens-là, ont inventé les mathématiques. Ils ont découvert les sciences. Ils ont découvert la philosophie, enfin la sagesse plutôt que la philosophie. Et ils ont transmis ces savoirs-là, ils les ont codifiés. Ces savoirs-là ont été transmis, codifiés dans nos langues. Chaque mot de nos langues africaines, chaque mot porte une signification et un savoir. On va prendre par exemple le mot Nzambi en Kikongo. Dans le parler le plus courant, Nzambi, on dira c'est Dieu, on l'assimile à Dieu. Mais quand vous prenez Dieu en français, c'est un nom commun. On dira un Dieu, mais on ne dira pas un Nzambi, ça ne se dit pas. Nzambi, c'est la racine d'un autre terme vous connaissez peut-être ceux qui parlent le Kikongo aussi, Nzazi, l'éclair, l'orage, l'électricité. Lorsqu'on va un peu plus loin, il y a un autre terme. Donc aujourd'hui, vous connaissez un petit peu peut-être, je ne vais pas entrer dans les détails de la science, la physique qui est une de mes spécialités, mais de ce qui compose la matière, l'électricité. L'électron, c'est une des composantes fondamentales de la matière, de tout ce qui nous compose ici. En Kikongo, on dit Nzazoni. On remarque en fait la relation, la filiation à travers les racines linguistiques. Nzazoni, Nzaambi, Nzazi. L'électricité, l'électron et le créateur, la création. Dans la langue, dans les racines d'une langue, il y a l'ensemble de toutes les connaissances que le peuple a acquis et codifiées pendant des générations et des générations. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est fondamental pour nous, aujourd'hui, si nous voulons passer de l'état où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un état d'un peuple un peu désorganisé, il faut le dire, un peuple à la merci de tous les autres, il faut commencer par revenir à cette réalité fondamentale qui est la maîtrise de sa langue. Si aujourd'hui, nous avons très peu de scientifiques, c'est en grande partie à cause de cette question-là, la maîtrise de la langue. Quand vous apprenez à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un électron, un enfant européen, peut-être il peut comprendre, puisque c'est dans sa langue, et encore. Mais quand vous apprenez à un enfant Mukongo, Yae Nzazoni, à partir de la racine, il comprend déjà dans quel registre on se trouve. Quand vous lui enseignez les relations importantes, les notions importantes de la physique, si je vous parle de phénomènes vibratoires, de dualité, ondes corpuscules, vous ne comprendrez pas forcément si vous n'avez pas une formation de plusieurs années de physique derrière vous. Mais si j'emploie le terme zakama, trembler, vibrer, qui appartient toujours à la même racine, un Mukongo comprendra très facilement à quoi on fait allusion, que la nature de l'électron est de vibrer. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication, mais j'espère que je l'ai été. J'essaie d'être vraiment très très simple et pas entrer trop en profondeur là-dedans. Donc je passe sur cette partie-là. Où est-ce que ça nous amène concrètement? Dans l'Antiquité, comme je disais, on a découvert des sciences. On a aujourd'hui énormément de monuments, de civilisations anciennes. On a les pyramides un peu partout dans le monde, parfaitement alignées avec le cycle des étoiles, des constellations, des galaxies. Pour répondre encore une fois aux frères, l'écriture, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est la preuve et c'est en même temps le témoignage, en fait, des connaissances qui ont été acquises par nos ancêtres dans énormément de domaines. Pourquoi ? L'écriture qui était montrée tout à l'heure par Papa Adrien, l'écriture qu'on nomme couramment l'écriture phénicienne. Ce n'est pas l'écriture phénicienne du tout. Et ce ne sont pas non plus des éléments, on l'appelle la tête de bœuf. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, on a dit, voilà, c'était le A et la tête de bœuf. Non. En fait, c'est une coïncidence simplement parce que c'est la constellation du taureau qui donne cette forme-là, en fait. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'écriture est née de l'observation des étoiles et des constellations. Et donc de là est née l'astronomie, les sciences, l'astronomie. Et ça, c'est lié à quoi? À l'agriculture. Parce que la première des choses que nos ancêtres ont apprises, c'est à travailler la terre. Pour maîtriser les cycles de la terre, pour maîtriser les cycles des saisons et pouvoir optimiser leur travail en accord avec la nature, c'est une chose extrêmement importante. Être en accord avec la nature et pas être en opposition avec elle. En observant
le phénomène des étoiles, le développement des constellations, c'est ainsi qu'est née l'écriture. Cette écriture codifie en grande partie les savoirs qui ont été acquis en matière, donc, on va dire, de tout ce qui était de l'agriculture. Donc, l'écriture qu'on appelle phénicienne, c'est tout simplement une absurdité, parce que, en tant que physicien et astronome, c'est une chose qui sera vérifiée et que je vais dans un bouquin que je publie aussi et que tout le monde pourra lire dans quelques semaines de ça. Cette écriture-là, en fait, les signes qui la composent correspondent aux constellations vues depuis le ciel de Manzakongo il y a quelque chose comme 12 000 ans. Les constellations, ça bouge, ça se déplace, ça ne revient pas en place avant 26 000 ans de cycle. Et encore, ce n'est pas tout à fait la même position qu'à l'époque. Donc, quand on a ces signes-là, les constellations alignées d'une certaine manière, ça correspond à une époque précise, à quelques jours près. Donc, on peut savoir cette écriture-là, elle remonte à environ quelque chose comme 12 à 13 000 ans à partir d'aujourd'hui. Et, en tout cas, les signes qui la composent, la position des constellations, vue de notre ciel à nous, du ciel de Manzakongo. Si vous vous déplacez de quelques kilomètres, le ciel n'est plus le même, vous n'avez plus toutes les mêmes constellations. Et donc là, c'est la preuve donc, que l'écriture, donc, c'est vraiment une composante essentielle et fondamentale de notre civilisation. Ça porte quoi d'autre l'écriture? L'écriture, elle porte les valeurs du peuple. Elle porte les valeurs de la société. Et ces valeurs-là, c'est ce qui fait la solidarité entre les gens. Puisque quand vous êtes unis par les mêmes valeurs, vous vous reconnaissez dans votre semblable. Vous avez une facilité à le respecter, à aller vers lui. Vous avez une facilité à travailler ensemble. Quand vous ne vous reconnaissez pas à travers la personne qui est en face de vous, eh bien, vous êtes en situation de conflit, d'opposition. Un exemple tout simple, on va prendre deux personnes, je ne vous montre pas du doigt, rassurez-vous, c'est juste pour illustrer. Vous avez au deuxième et au troisième rang, oui, deuxième et troisième rang ici, deux personnes qui, de mon point de vue, sont des personnes du même peuple. Mais chez les personnes qui ont été éduquées avec des valeurs contraires à leurs intérêts et à leur culture, que voient ces personnes? Ils diront « Ah, il y en a un qui est tout noir, il y en a un qui est tout blanc ». Les gens apprennent à travers des mots d'une autre civilisation, des notions qui marquent énormément. Vous êtes habitué à entendre des noirs dire d'autres noirs « Ah, ben celui-là, il est trop noir », n'est-ce pas? Il est tout moche, il est tout noir. Et avec ces raisonnements-là, on en arrive à se détester, à se mépriser et à se méfier les uns des autres. Les réactions qu'on peut avoir sont toutes simples. Vous allez voir dans nos pays. Les gens, vous pouvez faire une expérience toute simple. Allez vous balader à Kinshasa, dans n'importe quelle ville africaine. Croisez une maman avec ses enfants, donnez un chewing-gum ou un bonbon à cet enfant-là. Si vous êtes noir, vous avez 9 chances sur 10 que la maman dise « Non, 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 c'est sûrement de la sorcellerie, on va empoisonner mon enfant ». C'est la réaction typique, stéréotypée qu'il y a chez nous. Quand on voit un noir, on se méfie. Si un blanc vient donner un bonbon, une sucrerie à un enfant, vous allez voir la maman fondre en larmes et rire. Elle sera heureuse. Voilà, regardez qu'il est gentil. Mais c'est une réalité. Et tout ça, on n'a pas appris ça aux enfants à la maison. Merci, merci. Donc ce ne sont pas des choses que les mamans ont enseignées à leurs enfants à la maison. On ne leur a jamais dit « méprise tes enfants » et ceci, cela. Mais c'est la manière dont ces personnes ont été enseignées. Elles ont appris depuis toutes petites, dans une langue étrangère. Dans leur propre langue, on ne leur a rien enseigné d'utile et de pratique. Et de ce fait, elles méprisent leur langue, elles méprisent leur culture. Vous allez voir dans beaucoup de maisons, un enfant va se mettre à parler en lingala, en kikongo, les parents vont se fâcher. « Hé, pourquoi tu parles comme ça? Tu parles comme un nègre. C'est quoi ce langage? Tu ne vas pas aller loin dans la vie. » Mais c'est comme ça que nous raisonnons aujourd'hui. C'est comme ça que notre peuple raisonne aujourd'hui. Et c'est là qu'est l'enseignement de Kimbangu. C'est là le cœur de son enseignement. Plus que le côté spirituel, c'était là le problème principal avec l'administration coloniale. Puisque le travail de la colonisation était de nous déraciner. Déraciner un peuple, ça signifie lui enlever tout repère. Une autre manière de nous déraciner, c'était avec les noms. Vous voyez, je m'appelle Kibavouidi. Beaucoup de Noirs vont me dire « mais c'est un nom compliqué, il est bizarre ». Si je m'appelais, j'avais la peau blanche, et que je portais un nom, je ne sais pas, un nom russe par exemple, imprononçable, ça n'allait choquer aucun Africain. Ils allaient se forcer à prononcer le nom correctement. Si je donne les noms de mes enfants ici, certains vont se moquer, d'autres l'ont déjà fait, mais pourquoi tu donnes des noms bizarres comme ça à tes enfants? Pourquoi pas donner un nom normal à tes enfants? Mais on est entre Africains. Qu'est-ce qu'un nom normal?
Le normal, c'est la norme, c'est le fondamental, ce qui vient de votre culture, de votre civilisation. Mais si je donne un nom de ma culture à mes enfants, un Africain considérera que c'est un nom anormal. Il considérera qu'un nom normal, c'est un nom qu'il appelle chrétien, c'est-à-dire un nom grec. Un nom grec, que les Français ne veulent même plus aujourd'hui, puisque les Français eux-mêmes appellent leurs enfants de noms anglophones et de plus en plus étranges. Mais on a intégré ces valeurs-là et on s'est retrouvé complètement déphasé par rapport à notre culture, ce qui fait qu'aujourd'hui on est perdu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, vous voyez, quand vous fabriquez un objet, par exemple une souris, vous mettez un logo dessus. Ça, c'est une souris Logitech. Logitech, c'est un nom générique, c'est le nom de la marque. Ça appartient à l'entreprise Logitech. Quand vous donnez un nom occidental à vos enfants, vous lui collez une étiquette sur le front. Ce nom n'a aucune valeur, aucune profondeur, ça ne lui transmet rien. C'est le processus colonial que nous répétons à travers chacun de nos enfants. Pour être plus précis, on revient à Kimbangu. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quand il est né, il n'a pas porté le nom de Simon tout de suite. Les documents sont là. Comme beaucoup des gens tous les gens de sa génération d'ailleurs, le nom soi-disant chrétien, le nom de baptême, c'est un nom qui est obligatoirement donné à chaque personne qui naît sous le régime colonial. C'est une étiquette qu'on donne aux gens pour leur dire « vous appartenez à notre système, vous êtes nos objets, vous n'avez pas d'identité à vous ». C'est le sens de... C'est ainsi qu'il s'est appelé Simon, que d'autres ont porté d'autres prénoms, Charles et ainsi de suite. Ce sont des noms coloniaux, des noms utilitaires, des noms d'étiquettes. En un mot, on a voulu leur faire comprendre qu'ils n'étaient personne. Et qu'a fait Kimbangu quand il a commencé son œuvre? Quand il rassemblait les gens, il les enseignait, encore une fois, dans leur langue et sur leur culture. Il leur rappelait qu'il fallait se référer constamment, je dis bien constamment, à son histoire. Notre histoire, elle est où? Elle est en Afrique. Il y a des gens qui vont me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a? Les sciences, vous parlez de mathématiques et compagnie, qu'est-ce qu'on a de spécifique, de spécial? Il y a une caractéristique spécifique de notre culture aujourd'hui, que les Européens appellent les fractales. D'ailleurs, il est dommage, parce que la dernière conférence où j'ai parlé de fractales, il y avait un mathématicien qui était là, congolais, et qui me disait que c'était les Européens qui avaient inventé les fractales il y a un siècle. En fait, les fractales, ça existe depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Et qu'est-ce que c'est que les fractales? C'est le principe de base, en fait, on va dire, de toute notre culture, que ce soit les arts, les sciences, les mathématiques, tout ça. C'est le principe sur lequel toute chose que vous observez existe. C'est le principe d'organisation de toute chose, de la matière. Quand vous avez ça, vous regardez l'intérieur au microscope. Quand vous allez regarder de plus en plus près, vous allez voir c'est composé de tout petits éléments qui s'organisent de manière bien spécifique. C'est difficile de rentrer dans les détails sans être trop compliqué, donc je ne vais pas trop insister sur cet aspect-là. Je vais juste vous montrer quelques images, j'espère que vous les voyez bien. En fait, les fractales, c'est ça, organiser des éléments simples en forme et structure complexe, à partir de quelques règles qu'on appelle des règles de récurrence. À gauche, vous avez le système des neurones. Les neurones, c'est, bon, vous savez tous ce que sont des neurones, je suppose, inutile d'entrer en détail. À droite, nous avons le schéma des galaxies. On remarque que les neurones, les galaxies, ont des structures similaires. C'est-à-dire que dans la nature, tout est fait sur le même principe. Notre culture à nous, nos mathématiques à nous, je vais montrer un exemple tout à l'heure, reposent exactement sur ces mêmes principes-là. Ils reflètent ces principes-là. Et c'est là que Kimbangu disait aux gens, enseignez à vos enfants leur culture, leur langue. Puisque c'est dans ce savoir-là que nous allons innover. On va me dire, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a de spécial? Alors, je vais vous montrer rapidement, ou peut-être après. Je vais d'abord poursuivre un peu mon explication pour ne pas perdre le fil de mon idée. Donc, qu'est-ce que ces mathématiques-là ou nos sciences à nous ont de spécial? Vous avez tous connaissance de ce qu'on appelle les pyramides. Les pyramides sont des structures gigantesques qui paraissent juste d'être grandes, en fait. On a juste l'impression que leur seule caractéristique, c'est leur taille. C'est faux. Leur principale caractéristique, c'est il y en a deux principales, leur alignement et la manière dont elles ont été construites.
Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui travaillent dans le domaine du bâtiment ici, qui sauront vous dire, si vous voulez percer du béton, il faut une perceuse et du matériel spécifique. Il faut des mèches en béton et ainsi de suite. Si vous voulez tailler du béton, il vous faudra du matériel bien spécifique. Imaginez-vous, il y a 5000 ans, ou 10 000 ans, une civilisation qui n'a pas encore de perceuse, qui n'a pas encore de grue ou autre, qu'on assemblé des blocs de béton qu'on arrive difficilement à casser de nos jours avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Ces gens-là, c'était nos ancêtres. Et leurs savoirs ont été encodés dans leur langue. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qu'on peut se faire, se dire que voilà, à quoi ça va nous servir de se tourner vers le passé, c'est une manière pour nous de revenir au minimum au savoir que nos ancêtres avaient à l'époque, les maîtriser et ajouter ce que nous pouvons tirer de notre expérience pour aller encore plus loin. Et c'est là, encore une fois, la base de l'enseignement de Kimbangu. C'est là qu'il revenait à chaque fois. Aujourd'hui, vous allez souffrir. Vos enfants souffriront. Mais par vos souffrances, vos petits-enfants, vos descendants, à travers l'enseignement que vous leur laisserez, eux iront plus loin. Ils graviront des montagnes. Ces montagnes-là, c'est plutôt la montagne en question dont il s'agit. Moi, c'est pas moi qui l'ai appelé ainsi, mais moi, je l'ai assimilé en tout cas à ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, c'est la maladie que nous avons tous, plus ou moins, à l'issue de l'enseignement et de l'éducation issue de la colonisation. C'est cette maladie psychologique qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un de vos semblables vendre un produit, vous allez vous méfier. Vous allez voir un blanc vendre le même produit, vous allez acheter. Vous allez voir un de vos semblables faire un commerce, vous allez vous dire « Ah, mais celui-là, il va se faire de l'argent sur mon dos. Je ne vais pas acheter chez lui. » Vous allez voir un blanc dont l'entreprise exploite vos parents, vos familles au pays, pour laquelle vous galérez tous les mois. Vous vous levez à 4 heures du matin pour aller travailler chez un patron qui vous méprise et vous injurie. Et à la fin du mois, votre salaire, vous allez le jeter chez ce blanc, chez cette personne, parce qu'elle s'appelle Louis Vuitton, parce qu'elle s'appelle, je ne sais pas, toutes les marques que vous aimez porter. Mais en fait, aujourd'hui, l'aliénation, c'est ça. Ce qui fait qu'on est fiers de travailler, en fait, comme des esclaves, pour nourrir ses ennemis, pour les renforcer. Et c'est exactement ce combat-là que Kimbangu a mené. Son enseignement tourne autour de ça, le combat contre l'aliénation. C'était la première des bases, en fait, de cet enseignement. Merci. Et si tu peux terminer. Merci. Si je peux juste conclure, terminer en tout cas, oui, en disant ceci, que lorsque Kimbangu a été condamné, traqué comme une bête, c'était par rapport à tout ça. Lorsqu'il a approché les gens en leur disant, vous voyez, aujourd'hui on dit oui, soyez pas polygame parce que la Bible l'interdit, vous allez aller en enfer. Mais aller en enfer, c'est-à-dire qu'on est entre nous, vous allez voir votre frère et vous lui dites, laisse tomber, tu vas aller en enfer. Mais avec un certain plaisir un peu pervers, lui dire, voilà, toi tu iras en enfer. Mais c'est votre semblable. Kimbangu avait une approche différente. Il disait aux gens, regardez, vous allez épouser 3 femmes, 4 femmes. Tu n'as pas les moyens de les nourrir. Ou bien, ça c'est la femme de quelqu'un. Ça va créer des situations difficiles psychologiquement et pour tes enfants, et pour les enfants d'autrui, et pour le mari d'autrui. Ça va générer des conflits. Et ces conflits-là vont diviser la société et nous affaiblir. L'enseignement de Kimbangu était là. Et les gens, à partir de ce simple enseignement logique, et en soi très simple à comprendre, les gens comprenaient. Et c'est ainsi que les gens abandonnaient les choses, pas par superstition, en disant, voilà, ça c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie aujourd'hui ? Encore un exemple qui est un peu triste à voir, c'est-à-dire que vous allez voir chez vous, au village, un artiste qui va sculpter une canne, quelque chose. Ah, ça, c'est des fétiches. J'en veux pas. Vous revenez en Europe, vous allez payer 100 € pour aller dans un musée belge ou français pour voir cette même chose que vous avez appelée un fétiche. Parce que ça, c'est dans le musée d'un blanc. Et vous allez enrichir des étrangers sur votre patrimoine à vous. Tout ça à cause du phénomène qu'on appelle l'aliénation. Donc, ça, c'est la partie sociale, culturelle du combat de Kimbangu et de son enseignement. Pour terminer avec la partie technologie, puisqu'aujourd'hui on est entre nous, c'est des choses dont je parle rarement en public parce que je n'aime pas trop que ça traîne dans les oreilles étrangères.
Tout à l'heure, Papa Kasumbu a parlé du mandombe. Le mandombe, en fait, comme il a expliqué brièvement, c'est pas qu'une écriture. L'écriture, c'est vraiment, si on peut dire, c'est le niveau 0, on va dire. C'est vraiment un niveau utilitaire, c'est pour apprendre à écrire, à communiquer. Dans le mandombe, en fait, il y a tous les principes des sciences les plus avancés. Il y a un principe qui est aujourd'hui difficile d'accès aux Occidentaux par rapport à leurs connaissances actuelles, et c'est encore tout nouveau, ça dérive de ce qu'ils appellent la physique quantique. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus parce que ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. À partir de ces connaissances-là, ils commencent à réfléchir sur des systèmes, en fait. Vous voyez comment fonctionnent les ordinateurs sur le code binaire, avec des 0, des 1, et ainsi de suite. On fait des codages. Le système sur lequel réfléchissent les Européens actuellement s'appelle le système quantique, qui se repose en fait sur le phénomène vibratoire de la lumière, dont je parlais tout à l'heure. Ce phénomène-là, en fait, c'est une des bases vraiment les plus, comment dire, vraiment un des niveaux vraiment les plus bas de l'écriture mandombe. C'est-à-dire qu'on a en nous, à travers l'héritage que Kimbangu nous a laissé, on a de quoi bâtir une nouvelle génération, non seulement une nouvelle génération d'hommes et de femmes responsables, une nouvelle génération de savants, de scientifiques, mais une nouvelle civilisation. Et je terminerai sur ces notes-là. Quand on parle de civilisation, on parle de valeurs. Lorsque Kimbangu disait que l'homme noir et la femme noire sont des dieux, il faut comprendre la profondeur de l'enseignement. Aujourd'hui, vous avez des ménages, c'est fréquent. L'homme bat sa femme, la femme va injurier son mari. C'est-à-dire qu'on a intégré la valeur des Occidentaux, pour qui l'homme, c'est un animal. Vous l'entendez à l'école, dans les médias, on est des animaux, des mammifères. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un mammifère, ou dans votre esprit c'est un mammifère, un animal, vous ne pouvez pas respecter cette personne. C'est impossible. Vous pouvez craindre la personne si elle a un pouvoir sur vous, si elle a une arme, si elle a de l'argent à vous donner. Mais vous ne pouvez pas la respecter en considérant que c'est un animal. C'est-à-dire que la civilisation qu'on nous a apportée est en fait tout le contraire d'une autre civilisation, à nous, tout le contraire d'une civilisation, puisqu'elle vous fait accepter l'idée que vous seriez l'équivalent d'un chien, d'un chat, ou même de ce stylo, puisqu'on vous demande de porter un nom générique d'un étranger, tout comme ce stylo porte un nom qu'il n'a pas choisi, qui lui reflète en rien, BIC. Donc, lorsque Kimbangu nous enseigne, il nous dit de constamment nous référer à nos propres valeurs. Quand il vous dit que vous êtes des dieux et des déesses sur terre, ça signifie quoi? Ça signifie que les bêtises qu'on vous a enseignées, comme quoi la femme ne pouvait pas s'exprimer en présence des hommes, comme quoi la femme était un être inférieur, ce sont des idéologies destinées à vous détruire. Parce que lorsque vous manquez de respect à votre femme, lorsque vous interdisez l'accès aux études aux femmes, sachez que ce sont les femmes qui enseignent les enfants à la maison. Ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ça s'appelle détruire la civilisation. Et c'est ainsi que nous concluons en insistant sur ce fait-là, qui est que Kimbangu souhaitait tout simplement réhabiliter les civilisations africaines, c'est-à-dire nos valeurs à nous. Donc, ce qu'il faudra retenir de ça, c'est que nous sommes, et nous devons nous considérer tous comme tels. Chacun de nous doit considérer qu'il est, non pas l'image de Dieu, mais qu'il est un Dieu sur terre, une déesse sur terre. Quand vous l'aurez intégré et compris, ce sera difficile de manquer de respect à votre semblable. Cracher au visage de Dieu, c'est un blasphème. Cracher au visage de votre semblable, quand vous considérez que c'est un blasphème, vous pourrez travailler et construire ensemble. Et vivre en paix, en harmonie. Et personne ne pourra nous marcher dessus. Donc je vais écourter et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience. Oral des Bantous, c'était tout simplement pour expliquer, pour dire simplement qu'on est. Vous avez parlé de Lamem Pongo, c'est que j'ai parlé de Kimpa Vita avant, c'est pour simplement dire qu'on a un message traditionnel, pour ne pas dire ancestral, qui nous incitait à la tradition orale, parce que moi, personnellement, je sais personnellement que nous avons tendance, vous savez, vous êtes Congo, Binsamo, ça vous dit quelque chose. On nous dit, on nous raconte des histoires, on les conte, comme on dit ici, et ça reste
Bref, pour revenir à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a une chose que vous êtes scientifique, j'entends dans vos propos, et je le suis avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, même quand vous êtes dans l'exégèse, faites la différence entre Darwin, ce qu'il explique dans l'évolution de l'espèce. Vous devez être capable d'expliquer ça à tout public et faire la différence entre ce que vous pouvez dire en tant que scientifique et ce que vous pouvez dire en tant qu'exégète quand vous parlez de la religion. C'est juste une petite parenthèse. Maintenant, pour revenir à ce que je dis, nos enfants réellement n'ont plus, parce que j'ai vu dans vos propos l'histoire de nos enfants qui arrivent à l'école, qu'on leur fasse comprendre que c'est le fait qu'ils soient des Noirs, qui n'ont aucune aptitude à comprendre les mathématiques. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sortent dans le lycée, qui ont des très bonnes notes et qui se retrouvent confrontés à ce petit problème-là. Je vais finir sur ça. Moi, je suis bantou, je pars de ce que nous sommes, nous, de cette partie de l'Afrique. Mais j'ai la faiblesse de croire que dans l'humanité, dans l'évolution de l'humanité, que chaque partie de l'humanité avait, comme qui dirait, des prérequis, des prédispositions qui lui permettraient de s'assembler et d'accomplir l'humanité. Le bantou que nous sommes, on a certainement des capacités qui nous permettent, avec ce que nous apportons, nous, à l'humanité, pour évoluer. Donc, on n'est pas obligé de s'inscrire en opposition à ce qui existe déjà pour exister, en fait. Si, je le dis à l'ensemble de l'assistance, si un arbre nous empêche de voir le soleil, est-ce que je coupe cet arbre? Est-ce que j'escale l'arbre? Ou je me mets à côté pour voir le soleil? C'est une question que je pose à tout le monde. Donc moi, je suis persuadé que aujourd'hui, nous avons certainement beaucoup de capacités du fait de notre existence, même de notre histoire, que nous avons utilisé ces capacités-là et pour tout simplement faire partie de l'humanité. Donc je suis bantou, mais je suis d'abord humain. Je crois à l'universalité. Merci. Merci pour votre question. J'ai tendance à, je vais appeler ça comme ça, par interprétation bien sûr, à indexer en disant par exemple ce qu'on vous a appris, ce que vous avez. Je pense que ce postulat-là peut être erroné dans la mesure où c'est comme si ça vous met sur un piédestal d'illuminer. Je ne dis pas que c'est ça, je précise. Je dis par interprétation. C'est-à-dire que tout le monde ne s'est pas levé pour vous poser des questions, mais vous ne savez pas ce que les autres interprètent quand ils vous écoutent. Parce que vous transmettez du savoir. Et il faut qu'il soit productif. Si vous me dites « vous », donc nous on se dit « ah, nous on a encore des aliénés, lui il est arrivé ». Alors que vous êtes passé par là, on arrivera tous. Peut-être pas, forcément c'est voilà, la loi de la sélection. Maintenant, la question que j'ai à poser, c'est premièrement par rapport à... J'ai pas trop entendu ce qui a été dit, mais par rapport à la question de la polygamie. C'est vrai que la façon de présenter ça comme étant facteur d'enfer, et le combat de Kimbangu, effectivement, était beaucoup mieux présenté. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais que pensez-vous de la thèse selon laquelle, dans nos traditions anciennes, la polygamie était un fait social qui nous a été enlevé par l'Occident en disant voilà, il ne faut pas être polygame, d'après ce qu'ils ont dit, en utilisant le christianisme. Et la dernière question, c'est par rapport à ce que vous dites, quand vous dites que vous n'aimez pas trop le dire en salle pour que ça ne tombe pas dans les oreilles étrangères. Quand on regarde des personnes comme, je ne fais pas sa publicité, mais bon, j'ai quelques couacs avec sa façon de voir les choses, mais il n'y a pas que du faux. Comme quelqu'un comme Kémy Séba, il a ouvert finalement, l'accès même à des oreilles étrangères, parce qu'il sait que quelque part, il y a des personnes qui se sentiront concernées par son message et qui le porteront le plus loin possible. Pourquoi ne pas privilégier effectivement ce côté-là pour que les autres sachent qu'ils ont une part de responsabilité dans l'aliénation d'une part, et deuxièmement, qu'il y a une arme fatale qui a été mise en place pour détruire tous leurs plans macabres. Voilà mes questions, merci. Levez la main juste après lui, je vous prendrai. Ok, très bien. Bon, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Lusala Luambemba. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'intervenant pour son discours et pour sa présentation, qui était très intéressante. Et donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Donc, vis-à-vis de ça, j'ai une question à vous poser, puisque vous avez parlé de la Renaissance africaine, vous avez parlé de l'enseignement de Mfumu Kimbangu, vous avez parlé aussi de l'importance de retourner à notre culture, de retourner à notre tradition. Vous avez beaucoup parlé de la science. Vous avez parlé des mathématiques, de la physique, de l'astrologie, de tout ça. Ce qui est très bien, je suis d'accord avec vous. Cependant, j'ai une question vis-à-vis de la spiritualité. Pourquoi la spiritualité?
parce que je pense que vous le savez tout comme moi, l'être humain, le Muntu, est d'abord esprit avant d'être corps. Et c'est l'esprit qui domine la matière. Tout est spirituel avant d'être matériel. Et je pense que vous savez, comme moi aussi également, que notre asservissement est tout d'abord d'origine spirituelle et que nous avons été asservis par l'Église catholique, apostolique et romaine, dixit le Vatican. Et au niveau des sciences, vous avez parlé de l'écriture, l'origine de l'écriture. Nos ancêtres appelaient l'écriture, en tout cas la première écriture, l'écriture de l'hiéroglyphique de la vallée du Nil, nos ancêtres après appelaient cette écriture-là les Médounéter, ce qui signifie la parole de Dieu. Et dans notre tradition, l'écriture est d'abord d'origine divine. C'est ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Et même au Congo, nos ancêtres disaient Nsaku mpanzu nzinga tubunda mpanduka tuvambudi mpanduku. Ce qui est la première règle de ce que nos ancêtres appelaient les makuku matatu malamba kongo. Donc, et lorsque nos ancêtres disaient Nsaku mpanzu nzinga, c'est Nsaku qui venait d'abord. Et Nsaku, c'est tout d'abord le spirituel. Donc ma question est la suivante. Quelle est votre position vis-à-vis de la renaissance spirituelle en Afrique? Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que pour le bien du peuple Congo et du peuple noir en général, que nous devons rester soumis aux églises occidentales et aux églises qui nous ont asservis dans le cadre de notre renaissance? Puisque, comme vous parlez de science, il y a deux dimensions dans la science. Il y a la science profane et la science sacrée. Et que nos plus grands scientifiques dans notre civilisation sont d'abord des prêtres. Donc j'aimerais avoir votre position sur la renaissance spirituelle et quelle est votre position vis-à-vis du Kimuntu, vis-à-vis du Bumuntu? Voilà ma question. Exposé, comme je l'ai dit, j'ai dû être bref, c'est des parties dans lesquelles je n'ai pas pu rentrer, que je n'ai pas abordées. Quand je parle de revenir à notre tradition, ce que Kimbangu a expliqué, l'enseignement des sciences, les valeurs matérialistes, ce sont des valeurs qui ne sont pas issues de notre monde culturel. Donc distinguer déjà spirituel et science, ce n'est pas une chose qui, dans ma manière de voir les choses, qui ait un sens. Dans la manière, je vais prendre un petit exemple. En Kikongo, ou dans beaucoup d'autres peuples en dehors du peuple Congo, on appelle Kalunga la mère originelle, c'est-à-dire d'où sont issues toutes choses. C'est l'esprit, on appelle le corps la partie visible du Créateur. Kalunga, ça désigne aussi, en physique, ce que les Européens appellent aujourd'hui dans la physique théorique, le vide, le néant, d'où surgissent toutes les choses. En physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction en tant que telle. Non, c'est ce que je dis. Je vous explique simplement que de mon point de vue, la distinction n'existe pas. Et du fait que je n'ai pas pu entrer dans les détails, je ne me suis pas attardé sur cette question-là, et je n'ai pas pu en fait simplement expliquer. Mais si, évidemment, quand on parle de revenir à nos racines, c'est l'ensemble de la structure socio-éducative, la structure sociale et culturelle. C'est-à-dire l'enseignement qui était entre les mains des prêtres, c'est évident, parce qu'on n'enseigne pas des sciences, des savoirs, sans enseigner des valeurs morales avec. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Européens sans valeurs morales, eh bien, sont tournés vers la destruction. Nos sciences étaient, si vous l'avez remarqué, tournées vers la construction. L'agriculture, la construction, la médecine, l'observation de la nature et ainsi de suite. Et aujourd'hui, 90% des budgets de recherche en Occident sont tournés vers les armes de destruction. Donc il y a quand même une différence énorme et c'est vrai qu'elle est basée là-dessus. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je n'ai pas pu encore une fois entrer dans les détails. Donc on est parfaitement d'accord sur ce point-là, sur l'aspect, la place de la spiritualité. Sur l'histoire des religions chrétiennes et des églises et ainsi de suite, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont leurs spiritualités, leurs valeurs décalées qui nous ont asservis. Donc ça n'aurait aucun sens de considérer qu'on devrait rester sous leur tutelle. C'est complètement contradictoire avec l'idée même d'une renaissance africaine. Ça, ça me paraît parfaitement évident. Ça me paraissait même pas utile de le préciser, honnêtement. Donc j'espère que j'ai répondu parce que les questions se sont enchaînées, je n'ai pas peut-être tout retenu. Mais si j'oublie un point, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en reviens maintenant à la question de notre frère ici présent. Et là-dessus, je voudrais dire ceci. Donc pour commencer, l'analogie de l'arbre, elle n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas un arbre qui nous empêche de voir la lumière. On a des boulets aux pieds, on a une corde au cou. On a un poison à l'intérieur de notre corps qui circule. Alors si vous voulez une analogie qui corresponde à ce qu'est l'aliénation, à ce que sont les valeurs occidentales et la civilisation occidentale pour nous, demandez-vous d'abord si vous avez des boulets aux pieds, quand vous jetez dans l'eau, on vous empoisonne, est-ce que vous allez garder le poison? Vous travaillez,
vous détruire de l'intérieur, garder les boulets et essayer de submerger de surnager à partir de là. Je ne crois pas. On commence par détacher les chaînes, on s'enlève la corde du cou et on fait tout pour chasser le poison. Les chaînes, ce sont toutes les valeurs matérialistes que ces gens-là nous ont apportées. Parce qu'on est attaché à ça. Comme je disais, les sacs Louis Vuitton, les Versace et compagnie, c'est des choses qui nous maintiennent esclaves physiquement. Le poison, c'est ce que je disais, on est enchaîné par leur langue, leur culture, leur valeur morale. Ça, c'est quelque chose qui est en train de nous détruire. Ça détruit nos familles. C'est pas possible de construire sur ces valeurs-là. C'est impossible. Vous ne pouvez pas essayer de construire sur des valeurs qui vous font intégrer que vous êtes un moins que rien. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Et concrètement, comme je le disais, la conséquence, elle est évidente. On a une corde qui nous pend en cou dans le sens où nous sommes en train, avec nos pays en train d'être dirigés par des étrangers, on est en train de se dire ce que vous disiez tout à l'heure. Acceptons de cohabiter. Ces gens-là nous parasitent. C'est un fait. On a des institutions chargées de réfléchir à comment exploiter, piller notre pays. Des gens qui réfléchissent constamment comment est-ce qu'on va prélever leurs matières premières. Est-ce qu'on peut construire avec des gens qui sont voués à notre destruction? C'est impossible, c'est du suicide. C'est la raison pour laquelle je dis clairement non. On ne peut pas construire de cette manière-là. Et donc, quand je parle de couper les ponts avec leurs valeurs, c'est une chose qui est essentielle et fondamentale. Et pour finir, vous posiez la question donc, par rapport à distinguer le côté, si j'ai bien retenu, vous parlez de Darwin et ainsi de suite. Bon, pour être franc, Darwin, vous savez, c'est pas vraiment une référence à mes yeux. Je comprends suffisamment bien sa théorie pour savoir que c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Je comprends suffisamment ce qui est des sciences et de leur théorie et de tout ce qu'il y a derrière comme idéologie pour vous dire que je ne peux pas prendre ces choses-là comme référence et non, c'est pas possible. Donc voilà, si on voulait, on pourra en discuter un autre jour, une autre occasion, ce sera avec plaisir. Donc j'espère que j'ai répondu encore une fois parce que j'ai pas tout retenu. Et il y avait une question avant encore qui m'a échappé. Je suis désolé, c'était la première question. Ah voilà, merci. Oui, en fait non, la remarque qui m'a été faite, quand forcément c'est arrivé à la fin, quand je disais vous, c'est pas dans le sens d'une opposition entre l'auditoire et moi. On est tous dans le même bateau jusqu'à preuve du contraire. Quand je disais le vous en question, c'est-à-dire c'est dans la suite de mon exposé. Donc simplement, je m'adresse à l'auditoire. Donc c'est pas du tout dans le sens de dire que vous êtes ceci, j'indexais pas, rien à voir. J'étais en train d'expliquer, de conclure. Puisque je m'adresse à vous, je pouvais pas, enfin voilà, comme je dis vous là, on parle, voilà. Simplement, c'était dans le sens de m'adresser au public et pas de l'indexer. Donc il ne faut pas comprendre les choses différemment. Et je crois que c'était tout ce que vous m'avez demandé, hein? Non? C'était quoi d'autre alors? Désolé. Sur la polygamie, merci. Oui, sur la polygamie, non, c'est une légende. C'est pas une valeur fondamentalement africaine, la polygamie. Si vous regardez, par exemple, allez voir les pyramides, qu'elles soient celles d'Égypte, du Soudan actuel et autres, si vous me trouvez un tombeau d'un pharaon, par exemple, d'un roi, avec 2, 3, 4 reines à l'intérieur, là, je vous croirais que la polygamie était la norme sociale. Parce que vous savez, le roi, à l'époque, c'est lui qui incarne la valeur sociale, la norme. Bien sûr, comme dans toutes les civilisations, tout comme ici, il y a des gens pour qui l'adultère est une chose normale, ils le pratiquent, c'est eux que ça engage. Ça n'engage pas la société, ce n'est pas le principe de la société, ce n'est pas la norme. Dans nos civilisations, l'adultère, ça n'a jamais été la norme en soi. Bien sûr, ça peut être pratiqué. C'est quelque chose qui dépend des gens en eux-mêmes, mais ça n'a jamais été une base fondamentale de la société. Pour quelle raison? Parce que la différence, si vous voyez dans une population, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. C'est comme ça. Il y a un peu plus de femmes qui naissent que d'hommes. C'est-à-dire que pour 1000 hommes, il y aura 1004 femmes. Il y aura parmi elles d'autres qui n'auront pas la chance de se marier. Il y aura des hommes qui vont mourir, ainsi de suite. Parmi ces gens-là, il y en aura qui voudront épouser 2-3 femmes. Ça les regarde. C'est un fait. Mais si les hommes s'étaient mis, par exemple, à codifier la polygamie, c'est-à-dire à dire, tiens, je vais épouser 3, 4, 5 femmes tout seul, qu'est-ce que ça aurait généré au niveau de la société? Ça aurait généré des conflits. C'est comme ça. Notre civilisation, elle est basée sur la notion d'harmonie, travailler ensemble, construire ensemble. Le principe, il est là, éviter tout ce qui est source de conflit. Et la polygamie, quand elle est généralisée ou normalisée, c'est une source de conflit, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas un mal en soi si, dans des situations où vous avez des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont seules et autres, qui ont besoin d'une vie de couple, si elles sont consentantes et autres, ça les concerne, c'est leur choix. Mais on ne pourra jamais dire que c'était une norme en tant que telle. C'est encore une fois un cliché
occidentale qu'on a collée sur l'africain, avec le mythe de la sexualité du noir et tout ça. C'est des choses qui ne sont pas documentées, qui n'existent pas en fait dans les faits. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et assez précis dans mes réponses. Merci. On a préparé le temps. Pareil, donc il y avait 3 questions. On commence par Papa Adrien, il y avait le papa là-bas et on va terminer par le papa là-bas. Je mets là ou même ici? Même ici, ça ne pas, je vais mettre de... Merci pour votre brillant exposé. En fait, pour apporter un éclaircissement à ce qui vient d'être dit sur la polygamie, moi, dans la tradition Congo, j'ai souvenir que lorsque un individu venait de mourir, marié, la veuve était donnée au petit frère restant. Donc la veuve restait toujours dans la famille. J'énonce ça pour dire simplement que la polygamie, je ne sais pas ce qu'on appelle tradition, mais moi je sais que dans la tradition Congo, moi qui le suis, je sais que la polygamie a existé dans ce sens-là. Mais si nous disons que ce n'est pas une valeur Congo, je ne sais pas, mais je tenais à apporter cet éclaircissement. Et j'attire l'attention des aînés qui sont là. Et la question que je voulais poser, c'est que vous qui êtes scientifique, je voulais savoir, est-ce que la doctrine kimbanguiste est incompatible avec la science telle que conçue par les Occidentaux, la science telle qu'on la conçoit ici en Occident? Est-ce qu'elle est incompatible avec la doctrine kimbanguiste? C'était juste ça ma question. Merci. Bonjour. Mbote, hein? Je ne sais pas. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que depuis tout ce temps-là, on est là, on a parlé de Papa Kimbangu, de l'aspect culturel, scientifique de la chose. En fait, on retrouve l'écriture Mandombe comme création et plein d'autres choses. Mais l'aspect spirituel, quelle ligne directive nous a-t-il laissé? Je vais juste savoir s'il y a une réponse. Merci. Enfin, pour la parole. Trésor, ton exposé était très intéressant. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand tu as parlé sur les langues. L'enseignement de Papa Simon Kimbangu par rapport à ça, c'était de nous déraciner. De nous déraciner par rapport aux enseignements des colons. Parce que les colons nous ont apporté quand même leur langue. En colonisant l'Afrique, ils nous ont apporté leur langue. Ils nous ont imposé leur langue. Que ce soit dans les pays francophones, on nous a imposé le français, et dans les pays anglophones, on nous a imposé l'anglais. Ma question est celle-ci. Devrions-nous continuer aujourd'hui à privilégier ces langues dans nos pays respectifs comme étant une langue de travail? Est-ce que, par exemple, au Congo, devrions-nous continuer à privilégier les Français jusqu'aujourd'hui comme étant langue de travail? Parce qu'il y a quelque chose qui me choque jusqu'aujourd'hui. Si on doit toujours continuer à privilégier cette langue-là, peut-être on peut commencer à revenir sur nos langues. Voilà, je termine là. Vous pouvez terminer d'applaudir. Comme le précisait, étant donné... Les gens de mon entourage sont habitués à m'appeler Trésor. Mon nom est Kibavouidi. On m'appelle comme ça par habitude. La famille m'a appelé comme ça depuis enfant et donc le nom Trésor est resté. Je m'appelle Kibavouidi. Merci de le retenir, s'il vous plaît. C'est pas grave, prochainement. Hein? Ah, donc, je voudrais donc aller plus loin. Répondre aux questions, excusez-moi. La première question sur la polygamie, qui serait une composante de la culture Congo. Non, le Lévira, ça s'appelle, c'est pas la polygamie.
C'est pas, je choisis 3, 4, 5 femmes, je les épouse, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous l'avez bien précisé, le grand frère décède et la femme est laissée dans la maison. Deux choses, cette tradition-là, entre guillemets, elle date du XVIIIe siècle avec les jésuites. C'est une tradition importée, 18e. Et ensuite, au moment où ça démarre, c'est pas la femme vient, elle devient la femme du petit frère, elle est à la charge du petit frère, pour pas que la femme et les enfants de la famille soient abandonnés et laissés, et devenir des voyous et autres. Donc ça n'a rien à voir avec la polygamie. Le petit frère ne va pas faire d'autres enfants avec sa grande sœur, qui est devenue sa grande sœur. Traditionnellement, c'est pas comme ça. Donc la polygamie, c'est pas la même chose. Donc voilà, je vais bien préciser ça. Donc, l'autre question, c'est est-ce que la doctrine kimbanguiste est compatible avec les sciences telles que conçues par l'Occident? J'aimerais répondre de deux manières. Enfin, je vais donner deux réponses à cette question-là. La première, c'est que les sciences conçues par l'Occident ne devraient même pas être notre problème de préoccupation aujourd'hui. Concrètement, on ne devrait pas se demander en gros, c'est est-ce que les Occidentaux et leur manière de voir les choses, est-ce que notre manière de voir les choses, la manière d'un tel Africain de voir les choses peut être compatible avec telle manière des Occidentaux de voir les choses? Pour moi, ça n'a aucune forme de pertinence parce qu'on ne peut pas vivre comme ça en se demandant, en évaluant ses propres caractéristiques par rapport au point de vue d'un étranger, surtout si c'est un ennemi. C'est comme si vous prenez un poisson, vous vous demandez est-ce que ce poisson-là il pourra monter aux arbres? Ce n'est pas son rôle, le poisson est dans son élément dans l'eau. Nous sommes, nous, avec notre propre vision des choses. Pourquoi vouloir que les visions, les pensées, les idéologies, les philosophies africaines soient compatibles forcément avec les philosophies occidentales? On peut bâtir des sciences, rebâtir, d'ailleurs ça a déjà été fait, et je l'ai expliqué tout à l'heure, brièvement. Traditionnellement, les sciences africaines ne sont pas séparées de la spiritualité. C'est pas séparé, donc il n'y a pas de raison de dire tiens, est-ce que ça va être compatible avec telle ou telle chose? Ce qu'on appelle les sciences occidentales, d'ailleurs, c'est une invention de l'Occident. L'Occident n'a pas vraiment inventé de sciences en tant que telle. L'Occident a découvert certains faits, certains savoirs scientifiques, mais pas des sciences en tant que telles. Ce qu'on appelle les sciences naturelles, sciences physiques, sciences de l'homme, sont des choses qui préexistent à l'Occident. Avant qu'il y ait un blanc sur cette terre, ces sciences existaient en tant que telles. Il y avait des historiens en Afrique, en Égypte notamment, dans les royaumes de Nubie, avant qu'il y ait un seul blanc qui soit venu au monde. Donc on ne peut pas parler de sciences occidentales. Les mathématiques existaient 17, 30, 40, 50 000 ans avant les blancs. Pourquoi parler de sciences occidentales? Historiquement, ça n'a pas de sens, c'est un anachronisme. Le jour où l'Occident inventera des nouvelles sciences, on pourra se poser la question, tiens, est-ce que telle science est compatible avec notre manière de voir les choses? Mais il faudra encore que cette science nous soit utile. Si la question était de savoir si les acquis scientifiques de ces Occidentaux sont valables, la question est toujours la même, c'est est-ce qu'ils nous sont utiles ou non? Est-ce qu'ils vont dans notre sens ou non? Mais concrètement, est-ce que notre manière de voir les choses ou la manière de telle ou telle partie de l'Afrique de voir les choses doit être compatible avec ça? Pour moi, c'est une question qui n'a vraiment pas de sens et ça n'a aucun intérêt de... Enfin, c'est pas une manière de dire que la question n'a pas d'intérêt. Mais ce qui n'a pas d'intérêt, en fait, c'est de vouloir évaluer notre manière de voir les choses à leur point de vue. Donc voilà pour mon point de vue en tout cas là-dessus. Ensuite, en matière de spiritualité, on m'a demandé quelle ligne directrice nous devrions suivre. C'est une question un petit peu détournée, une manière de me demander un petit peu mon opinion sur la question peut-être de l'Église kimbanguiste, son orientation spirituelle. Bon, donc, ce qu'il a laissé, d'accord. La ligne directrice qu'il a laissée. La ligne directrice qu'il a laissée, c'est ce qu'on a exposé, c'est ce que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure. C'est le retour à nos valeurs. Je pense qu'il n'y a rien de plus clair et de plus explicite que ça. Donc voilà, il va plus clair. Ensuite, devrait-on continuer à parler les langues ces langues dans nos pays? Bon, mon point de vue, il est que non, c'est évident. C'est évident, on ne devrait pas continuer aujourd'hui quand vous allez en RDC. D'ailleurs, même le nom de RDC devrait disparaître. Tous les noms francophones dans nos pays devraient disparaître. Les frontières, si il ne tenait qu'à moi, aujourd'hui, on ne vivrait pas dans ces espèces d'enclos coloniaux qu'on appelle nos pays aujourd'hui. Vous allez en RDC, il faut se rappeler, c'est la Belgique, l'Allemagne, la France qui se sont partagées.
Aujourd'hui, se les repartagent encore. Il y a le Mali avec ce nouvel État d'Azawad, je ne sais pas quoi. Demain, les Africains vont admettre ça encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté, il y a la langue, mais il y a l'ensemble en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive un jour à se dire, on va voir le monde selon nous, notre continent, on ne peut pas nous imposer des frontières parce que ça arrange tel ou tel. C'est la même chose. Donc les langues occidentales, pour moi, elles devraient complètement disparaître et de nos pays et de nos familles aussi. À la maison, on ne devrait pas parler des langues européennes à nos enfants. Donc pour moi, ça va même plus loin que le côté officiel en fait. Donc j'espère avoir bien répondu. Et une chose que j'ai oubliée tout à l'heure, quelqu'un m'a fait la remarque que quand je parlais d'un point précis, j'aime pas aborder quand il y a des oreilles étrangères. Je crois que c'est vous. Hein. En fait, je n'ai pas répondu tout à l'heure, la question m'avait échappé. C'est pas que l'ensemble de mon exposé, de ce dont j'ai parlé, j'aime pas l'aborder en présence étrangère, c'est un point bien spécifique qui concernait le savoir scientifique dans l'écriture Mandombe. Ce sont des savoirs, si vous allez en Occident, il y a des savoirs auxquels vous n'accéderez jamais, parce que vous êtes noir, vous n'êtes pas du pays. C'est la même chose, j'ai d'abord regardé ici qui y avait dans l'Assemblée avant de parler de ce savoir-là, parce que ça ne concerne que nous. C'est uniquement ça. Donc le reste, ce n'est pas une question de s'ouvrir, c'est que c'est comme ça. Voilà tout. Et bon, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Voilà, merci de votre attention. Merci Papa Trésor. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Papa Kibavouidi l'a dit. Hein. Kibavouidi, pas Trésor. Kibavouidi. Je vous remercie. On va passer maintenant à la troisième et dernière intervention. Veuillez m'excuser, il n'y aura pas de pause nourriture parce qu'on est pris par le temps. Cependant, je vais demander aux hôtesses, elles passeront pour ceux qui veulent du jus ou des petits gâteaux. Alors la troisième intervention et la dernière, vu que l'heure est bien avancée, va nous être faite par un des membres de l'EMS, l'école magistrale Shabazia. Papa Anioto Shabaz, membre de l'EMS, l'école magistrale Shabazia, directeur de l'Agence impériale de l'enseignement, AEI, et représentant de l'EMS pour la juridiction Europe, va intervenir sur le thème « La jeunesse africaine ». Donc, on a commencé par la vie de Papa Simon Kimbangu et ses œuvres. On est descendu sur la Renaissance africaine, et maintenant on termine par le message maintenant pour la jeunesse africaine. Je vous demande d'applaudir Papa Anioto, s'il vous plaît. Il y a quelques petits problèmes techniques qui font que je ne vais pas pouvoir vous projeter ce que je voulais vous projeter ce soir. On va faire sans. Du coup, ça sera beaucoup moins long que prévu habituellement, mais vu qu'on est pris par le temps, c'est tant mieux. Donc, dans tous les textes sacrés, il est expliqué que c'est par la parole que le Muntu par excellence, donc, que certains appellent Dieu, fit le monde. C'est pourquoi, comme il est de coutume dans la tradition africaine, avant d'user de ce don de parole, cette parole créatrice, je remercie donc celui qui le premier en usa et qui nous l'a transmis. Donc je commence mon allocution de cette façon, non pas parce que je vais vous faire un prêche religieux, mais parce que les Bana Shabazz ont l'habitude de consacrer chaque événement important à notre Créateur. Et donc vous conviendrez avec moi que se rassembler ici, en la mémoire de Mfumu Kimbangu, se rassembler entre nous pour pouvoir parler de notre renaissance, c'est un événement important. Donc c'est même un grand événement, je dirais. Ainsi donc, ce n'est pas au nom des ancêtres, mais au nom de l'originateur, donc c'est-à-dire l'ancêtre des ancêtres, le premier, celui qui est à l'origine de tout, c'est lui, c'est en son nom que je vais vous passer la paix avant de pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas prendre énormément de temps, non seulement parce que les intervenants précédents ont déjà abordé de nombreux points qui vont dans le sens de ce que je vais dire là, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, le fait qu'on n'ait pas le projecteur comme prévu originellement va aussi m'empêcher de vous montrer certaines choses. Et enfin, on a la contrainte horaire qui fait que je dois vraiment raccourcir mon allocution. Donc, le thème que j'allais aborder, c'est la jeunesse actrice de notre renaissance. Donc, on parle de renaissance africaine. Donc, on va juste revenir rapidement sur le mot. Papa Kibavouidi a expliqué ce que c'était la renaissance, mais n'est pas revenu sur le mot. Le mot renaissance, on voit que c'est composé d'un préfixe, le préfixe « re », qui signifie le retour, hein, qui signifie de nouveau, et la naissance. Donc, c'est naître de nouveau. La renaissance, c'est naître de nouveau.
un retour à l'acte de naissance, à l'état de naissance. Donc, quand on prend ce concept de renaissance, on comprend qu'il va falloir, ce n'est pas une simple résurrection, on ne parle pas d'une résurrection africaine ou une simple réémergence africaine, ou même un réveil. Quand on parle de renaissance, ça signifie qu'il y avait une mort totale et qu'à partir de cette mort, on repasse par tous les stades de la vie, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, c'est ça la renaissance. On repasse par tous les stades. Donc on repasse, évidemment, par la jeunesse. Donc, quand on parle de renaissance, la notion de renaissance même est intrinsèquement liée à la jeunesse, puisque pour qu'il y ait renaissance, il faut que ça passe par la jeunesse. Donc, ayant compris que ces deux notions sont fondamentalement liées, il est normal donc qu'on aborde ce thème, donc la jeunesse, comme actrice de notre renaissance. Donc, pour pouvoir illustrer mon propos, vous m'entendez mieux là? D'accord. Donc, pour pouvoir illustrer mon propos, je vais passer par une figure qui va être plus ou moins controversée, je sais, celle de l'enfant de la promesse. Donc l'enfant de la promesse, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous pour une éducation plus ou moins chrétienne, n'est-ce pas? Donc c'est une figure qui est utilisée par les Occidentaux pour leur catéchisme, etc. Donc on va dire que c'est plus ou moins une figure utilisée pour la Bible, souvent. L'enfant de la promesse, c'est plutôt un vocabulaire chrétien, donc qui se retrouve dans la Bible dans des figures telles que Jésus-Christ, par exemple, ou encore le patriarche Isaac. Donc, c'est-à-dire, c'est l'enfant qui doit apporter le salut. C'est l'enfant qui est espéré par un peuple et qui doit apporter le salut. Donc là, vous avez souvent donc, cette notion biblique et vous vous dites que ça n'a rien à voir avec vous. Ce que moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu, c'est que ce concept d'enfant de la promesse, ce mythe, est d'abord un archétype africain avant d'avoir été utilisé dans la Bible et autres. Donc si Mfumu Kimbangu, effectivement, nous recommandait de se référer à la Bible, pour des raisons qui pourraient faire débat, il nous recommandait surtout de toujours retourner à nos racines. Donc je vais utiliser même pas un exemple Congo, tel que Makaba ou Nimilukeni. Non, je vais aller plus loin et aller sur un archétype de l'enfant de la promesse qui pourra parler à tout Africain, de quelque endroit qu'il soit, c'est-à-dire Hérou. C'est l'archétype, comme on va le voir, de l'enfant de la promesse. Est-ce que vous m'entendez toujours bien jusqu'à présent? Vous ne m'entendez pas? Là, c'est mieux? Excusez-moi. Là, c'est bon, c'est beaucoup mieux là. D'accord. Donc je vous disais que je ne vais pas retourner simplement à des modèles simplement Congo tels que Makaba ou Nimilukeni pour cet enfant de la promesse. Je vais retourner à un archétype qui peut être auquel chaque jeune Africain peut s'identifier en réalité, quel que soit son pays d'origine, c'est Hérou. Hérou, donc, qui est le premier modèle connu de l'enfant de la promesse. Donc, pour mieux comprendre ce choix, je rappellerai donc, les travaux de Cheikh Anta Diop, qui, dans ses différents travaux tels que Nation Nègre et Culture, qui est un des plus connus, avait démontré de manière scientifique et irrévocable qu'effectivement, l'Égypte antique était la matrice culturelle de la majorité du continent africain. En fait, ce qu'il a prouvé même plus précisément, c'est que chaque Africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora ou du continent, pouvait se raccrocher à un rameau égypto-nubien pour pouvoir comprendre et s'enraciner dans sa culture. Donc c'est bon, jusqu'à présent, là, vous avez tous entendu et vous avez tous compris. Donc très bien. Donc il avait établi cela avec une rigueur scientifique, donc ce n'est pas la peine qu'on revienne là-dessus aujourd'hui. On va prendre ça comme un acquis aujourd'hui, donc que les racines égypto-nubiennes sont donc un rameau fondamental de notre culture et qu'on peut s'y raccrocher pour pouvoir comprendre les concepts ancestraux. Donc,
Hérou, donc, comme vous avez compris, est un archétype égyptien ancien. Donc Hérou, il est appelé par les Grecs Horus. Je vais revenir rapidement sur cette histoire pour que vous compreniez quel rapport avec la renaissance de la jeunesse africaine. Donc ça commence par un roi qui s'appelait Osar, un roi dont l'impact civilisationnel, la sagesse, la compréhension, l'action sur le peuple, les méthodes gouvernementales étaient si excellentes comme jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des rois traditionnels africains qui se réclament de lui. Donc, Osar a tellement marqué l'histoire de l'humanité que même les Occidentaux sont allés jusqu'à dire que c'était effectivement lui qui avait civilisé la majorité du monde. Donc, on parle d'un roi qui est considéré comme l'archétype du roi bon, qui a vraiment marqué son époque, qui a marqué son peuple par la consistance de son gouvernement, par ses méthodes qu'on appellerait aujourd'hui progressistes, mais je dirais plutôt bénéfiques en tout point. Osar n'est pas tant le sujet d'aujourd'hui, mais c'est simplement une introduction. Donc Osar attise la jalousie de son frère Seth, qui finit par le tuer, par le découper en morceaux et à répandre les morceaux aux quatre vents. Donc à ce moment-là, le désespoir pourrait prendre racine au sein du peuple, puisqu'ils ont perdu leur roi qui les avait amenés dans une ère de prospérité totale. Et à la surprise de tous, naît Hérou, donc ce fameux enfant de la promesse, celui qui est porteur du salut, Hérou qui est le fils donc d'Osar. Donc Hérou, dans cette figure totalement inespérée, ravive la lumière de la civilisation, fait disparaître le désespoir grâce à sa vision nouvelle des choses, dans le chaos qui s'était installé à la mort de son père. Donc, soutenu par sa mère, il entreprend un combat épique contre le chef des conjurés, le vin, réussit à reconquérir les terres de son père et son héritage. Il finit par réunir donc le territoire et rétablir l'ordre divin. Ce fut le retour de la lumière de la civilisation, la renaissance du soleil, on peut dire, après la nuit. Tel le faucon, chacune des actions qu'a entrepris Hérou depuis sa sortie au grand public a été qu'élévation. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? L'histoire d'Hérou. On comprend que pour que notre peuple, dont la terre a été découpée par des comploteurs, comme vous le savez, on pense notamment à la conférence de Berlin. Tout à l'heure, lorsqu'il répondait aux questions, Papa Kivovidi en a reparlé, du découpage des terres. Donc notre peuple, qui a été lui aussi disséminé aux quatre vents, notamment par l'esclavage, on voit que ces êtres diaboliques qui ont donc découpé nos terres et nous ont disséminés aux quatre vents doivent être combattus puisqu'ils nous ont retiré notre autorité, et que l'espoir de salut dans ce combat, qui n'est pas forcément un combat vraiment belliqueux, je ne vous parle pas de guerre en tant que telle avec des armes pour le moment en tout cas, mais donc ce combat se trouve dans la jeunesse, puisque Hérou est donc la figure de la jeunesse qui doit combattre avec les véritables valeurs pour pouvoir rétablir l'ordre qui était anciennement sous l'égide de son père. Donc à la manière de Makaba, qui fut le continuateur de ses parents Nzondo et Mbangala, ou encore de l'exemple précité de Hérou, qui est le continuateur d'Osar et d'Asset, les jeunes doivent se voir comme des continuateurs. Nous devons prolonger, perfectionner ce qui a été fait avant nous, afin d'atteindre le succès. Et une fois qu'on a atteint le succès, on a le titre de successeur. C'est comme ça que nous devons nous voir. Mais pour cela, il faut commencer par être des héritiers, c'est-à-dire que nous devons recueillir
la culture, la tradition, l'héritage de nos aînés. Et quand on parle de recueillir la tradition, l'héritage de nos aînés, il faut aussi savoir l'analyser. Analyser les actes de nos devanciers afin de ne pas reproduire les erreurs qu'ils auraient commises. Et il faut s'imprégner bien sûr de la tradition et la sagesse, s'imprégner de la culture de ceux qui nous ont devancés, évidemment. La jeunesse est donc celle qui reçoit le legs ancestral. C'est son rôle, de recevoir le legs ancestral. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas jeunes, leur rôle est aussi de transmettre une certaine culture, un certain héritage. Donc on ne peut pas, par exemple, indexer la jeunesse, de ne pas se comporter de la manière qu'il faudrait selon notre culture. Il faut aussi voir de l'autre côté, est-ce que les aînés ont effectivement transmis ce qu'il y avait à transmettre? Il y a les deux phases à analyser. Donc la jeunesse africaine, si elle tient à une renaissance, si vous avez bien vu l'histoire des roues, elle doit adopter une vision géographique de la Renaissance. Et c'est ça surtout le point que je voulais aborder avec vous ce soir. Parce que c'est quelque chose qui est plutôt négligé. Une vision géographique des choses. C'est-à-dire, comme dit tout à l'heure, il faut refuser bien sûr les enclos coloniaux, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas que cela. Avoir une vision géographique des choses, c'est récupérer nos terres concrètement. C'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est notre héritage, notre terre. On ne peut pas laisser les Chinois le prendre, on ne peut pas laisser les Indiens le prendre, ni les Pakistanais, ni les Libanais, ni les Français, ni les Belges, ni personne d'autre. Ce sont nos terres, donc on doit s'il faut les racheter. Il y a des gens qui vendent des terres apparemment chez nous. Eh bien, ceux qui ont les moyens, ils rachètent ces terres-là à leurs frères plutôt que de laisser des étrangers les prendre. Car une fois qu'on a récupéré nos terres, on peut faire ce qu'on veut dessus. Et c'est ça que nous avons oublié. Tout à l'heure, le frère parlait d'agriculture. Effectivement, l'agriculture, c'est la base. C'est la base de la civilisation. Donc, on parle de renaissance, on doit revenir à la base. Donc, on doit se remettre à faire de l'agriculture. Et pour l'agriculture, il faut des terres. Nous devons récupérer nos terres pour faire l'agriculture, mais aussi pour pouvoir construire nos propres maisons, pour pouvoir faire nos propres institutions. Si c'est nos propres terres, si nous sommes des propriétaires, qui va nous dire ce qu'on fait dessus ou pas, ce qu'on a le droit de faire? Personne. On a nos propres terres, rien n'empêche de faire comme le pionnier Kimbangis dont parlait tout à l'heure le papa, qui a fait l'éducation des enfants chez lui. On peut le faire si c'est chez nous. On peut faire l'éducation de nos enfants, on peut leur enseigner la culture, on peut faire nos propres systèmes d'école si on a nos propres terres. Mais si on dépend toujours des autres, ils peuvent nous mettre les barrières qu'ils veulent. Essentiel, c'est ce point-là que la jeunesse doit intégrer, c'est qu'on doit avoir une vision géographique de la chose, une vision géographique de la Renaissance et du combat, pas seulement historique. L'histoire est essentielle, comme on l'a vu, mais elle va de pair avec la prise de position géographique de la chose. On va prendre un autre exemple historique, juste une petite digression, c'est Haïti. La révolution haïtienne, pour pouvoir faire la révolution haïtienne, ils ne sont pas allés étudier l'histoire des pyramides. La révolution haïtienne, ils ont dit, on récupère notre terre, et ils ont récupéré, ils ont pris le pouvoir. Et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont pu essayer de refaire leurs propres institutions. C'est comme ça. Il faut qu'on récupère nos terres, concrètement. On ne peut pas les laisser à nouveau, les étrangers, gaspiller notre héritage, utiliser notre héritage à leur propre fin. Donc la vision géographique du combat, la partie essentielle de la Renaissance africaine. On ne peut pas compter sur le réveil des politiques pour changer les choses. On doit changer les choses nous-mêmes, et ça n'arrivera que si on est propriétaire. Donc ça, c'est le message principal que je voulais vous faire passer. Donc, premier investissement, si vous voulez investir en Afrique, investissez sur des terres. Donc, comme je vous disais, ça nous permettra de construire tout ce que nous voulons, car nous aurons tous les droits sur les terres que nous aurons acquis. Donc, comme héros à ce moment-là, nous pourrons réaliser aussi le rassemblement des terres, le fameux panafricanisme. Si nous sommes propriétaires et nous avons la même vision, on se rassemble.
Rien ne peut nous en empêcher. Mais tant que c'est des gens qui nous sont supérieurs, qui sont propriétaires et qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, évidemment, on ne pourra pas faire de panafricanisme ou de rassemblement quelconque. Puisque c'est celui qui est propriétaire qui décide de ce qui arrive. Voilà la réalité. Pourquoi il y a des conflits sur nos terres? On sait très bien que parce que les gens, ils ont des actes de propriété qui leur permettent de piller nos terres, et après, ils génèrent des conflits pour pouvoir masquer le vol qu'ils sont en train de faire. Mais si c'est nous qui sommes les propriétaires, ils ne peuvent pas même toucher aux matières premières. Et à ce moment-là, ils n'ont même pas d'intérêt à ce que générer un conflit, puisqu'ils n'auront même pas accès aux matières premières en question. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement en question. D'accord. Donc, sur nos propres terres, donc, nous aurons donc la possibilité de réaliser le rassemblement, comme je vous ai dit, mais aussi la possibilité de produire. Parce que là encore, on parle de jeunesse, qui est le thème principal de mon intervention. La jeunesse, c'est par essence les producteurs, les fertiles. Donc les jeunes doivent produire. Non seulement ils doivent récupérer leurs terres, mais ils doivent aussi produire dessus. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'agriculture, mais aussi, on parle aussi d'entrepreneuriat et donc d'innovation. On en revient encore à ce que disait le papa précédemment par rapport aux innovations et le fait que c'est lié à notre culture. Donc on comprend mieux pourquoi papa Simon Kimbangu disait « Oui, un arbre sans racines ne tient pas ». Parce qu'une fois qu'on est revenu à nos langues, une fois qu'on est revenu à nos propres cultures et qu'on a effectivement notre propre manière de penser, on peut innover. Et donc on peut réaliser d'ailleurs ce pourquoi les jeunes sont là, c'est-à-dire produire, générer, innover. Donc on voit que tout est lié. Le rôle des anciens, qui est donc de transmettre une culture, une certaine vision des choses, et le rôle des jeunes de le recevoir et de le mettre en application. Les deux sont liés, les deux ne sont pas séparables. Donc, comme je vous disais, donc, il faut apprendre nos langues, nos généalogies, nos coutumes, nos rites, nos écritures, parce qu'effectivement, comme on n'a encore pas cessé de le rappeler, le continent africain, c'est le continent par excellence de l'écriture, puisque c'est le continent sur lequel le plus grand nombre d'écritures a été développé. Alors, on peut reprendre encore quelques exemples. Le Medu Neter, bien sûr, dont il a été question tout à l'heure, qu'on appelle ici les hiéroglyphes, mais il y a aussi le Tchèque-Tchad, le Nsibidi, le Vai, le Gèze, le Tafinar, l'Amharique, le Méroïtique, le Kudima ou le fameux Mandombe dont on a parlé ici avec vous. Donc on doit aussi maîtriser nos écritures et pas seulement la langue, parce que effectivement l'écriture c'est la base de la civilisation et qui est liée encore une fois aux activités agricoles, on en revient toujours aux mêmes choses, à l'astronomie, aux sciences, etc. Donc c'est cette notion-là qu'il faut intégrer, ingérer principalement, comme je vous le disais, la récupération géographique, la vision géographique du combat nous permettra de réaliser tout ce dont on parle après. Diffuser la culture, c'est possible si on a nos propres terres. Produire, c'est possible si on a nos propres terres sans difficulté. Entreprendre, c'est possible sans difficulté si nous sommes les propriétaires. Donc non seulement l'étude de notre passé nous permettra de recueillir cette tradition afin de faire renaître la culture africaine, mais elle permettra aussi de discerner les erreurs de nos aïeux, afin de ne pas les reproduire, comme je vous disais, et être de véritables successeurs. Donc rétablir nos valeurs sur nos terres est la meilleure façon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, rétablir nos valeurs sur nos terres est la meilleure façon de combattre les contre-valeurs. Inutile d'aller guerroyer ailleurs en réalité. Établir fermement ce que nos ancêtres appelaient l'ordre divin, la ma'at, l'établir fermement les valeurs traditionnelles, c'est déjà une destruction en soi-même du mal, puisque ça fait retirer un espace aux contre-valeurs. Les Européens ne peuvent plus diffuser leurs valeurs si nous sommes maîtres de nos propres terres et qu'on ne leur permet pas donc de diffuser leurs contre-valeurs chez nous.
tout simplement. Donc encore une fois, la vision géographique du combat nous permet de réaliser tous nos objectifs. Donc par rapport à la destruction des valeurs, la destruction des contre-valeurs, je voulais vous montrer certaines représentations. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Mais on sait que c'est vraiment... Chez les ancêtres de la vallée du Nil, il y avait une représentation qu'on appelle Orpakred, hein, c'est-à-dire Hérou l'enfant, qui nous permettait de comprendre cette idée que la jeunesse avait pour rôle, par la filiation et l'intégration de la tradition, à détruire les contre-valeurs, qui étaient symbolisées par des serpents et des crocodiles qui étaient foulés aux pieds, étranglés par le héros en question. Donc c'est notre rôle à la jeunesse, donc de détruire les contre-valeurs par la reproduction de la tradition et l'application de la tradition. Tout comme Hérou est le continuateur de l'œuvre de son père, nous devons être les continuateurs de l'œuvre de nos pères, leurs successeurs. Nous devons réussir. Et pour réussir, comme je vous disais, il n'y a qu'un seul réel moyen, c'est nous devons reconquérir réellement nos terres, ce qui nous permettra donc de réaliser tous nos autres objectifs, qu'ils soient culturels ou politiques. Donc, comme vous l'avez vu, donc, s'intéresser rapidement à nos ancêtres égypto-nubiens nous a permis de mieux cerner un peu le rôle de cette jeunesse et de voir en quoi elle est actrice de la Renaissance. Parce que la figure d'Hérou nous permet de manière imagée de bien comprendre les différents rôles attribués à la jeunesse. Donc cela éclaire un peu les paroles du fameux dépositaire de l'héritage kimbanguiste, donc son éminence Simon Kimbangu Mkiangani, qui avait dit en janvier 2005 à Brazzaville « L'Égypte est une terre bénie, car elle est nôtre ». D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque où Hérou régnait sur l'Égypte, justement, l'Égypte était nommée Taméri, c'est-à-dire la terre bénie, la terre aimée. Donc on voit bien que ce n'est pas par hasard si son éminence a utilisé ces termes-là. Donc la terre aimée, hein, la terre, encore une fois, vision géographique des choses aimées, si nous aimons l'Afrique, maintenant nous savons quoi faire. Nous savons la ligne directrice à avoir. Certains diront que la jeunesse n'est pas capable, que la jeunesse ne peut pas effectivement reconquérir les terres et remettre en place la culture, etc. Que la jeunesse serait pas capable à elle toute seule d'accomplir cette mission. C'est faux. Je vais juste prendre deux exemples rapides, historiques, pour montrer la capacité de la jeunesse. D'abord, un exemple très très connu, celui de Toutankhamon. Toutankhamon, qui est devenu pharaon à l'âge de 9 ans quand même, et qui a été un grand bâtisseur et qui a détruit un certain nombre de ses ennemis pendant sa jeunesse, parce qu'il est mort à la sortie de l'adolescence pour différentes raisons, mais ce qui a fait qu'en étant jeune, il a pu rebâtir la civilisation égyptienne qui était arrivée dans une période de déclin. Il a été un grand bâtisseur, donc c'est ce qu'on nous demande d'être aujourd'hui, des bâtisseurs, et il a été un grand destructeur de ses ennemis. Donc là, prenez-le de manière plus ou moins métaphorique, mais c'est pour vous faire comprendre qu'un jeune a pu le faire. Je vais prendre un exemple historique beaucoup plus près de nous, hein, celui de Mikala Mandombe, hein, qui dès l'âge de 12 ans a suivi Mfumu Kimbangu, à l'âge de 12 ans. Donc elle a laissé sa famille pour suivre Mfumu Kimbangu parce qu'elle savait que c'était là qu'il y avait la vérité, c'est là qu'il y avait les valeurs qui permettraient à tout noir d'avoir la dignité. Elle est partie en prison à cet âge-là. Donc elle a affronté les armées coloniales à cet âge. Elle a supporté, combien d'années déjà jusqu'en 1960. Donc elle a supporté 39 ans de relégation. 39 ans de relégation. Donc les jeunes sont capables de supporter, de faire les sacrifices qu'il faudrait pour le combat s'ils sont déterminés. Donc voilà, donc la jeunesse, pour moi, n'a aucune excuse. Maintenant, on sait très bien ce qu'il nous reste à faire, on n'a pas d'excuse. Et on peut faire renaître l'Afrique. Ce n'est plus qu'une question,
comme je vous disais, de volonté. Donc je vais terminer simplement avec une citation de Frantz Fanon qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous passe la paix. Trois questions. C'est le dernier intervenant, après il n'y a plus. Donc la parole est au public. Celui qui a une question? Là, en fait, dans mes propos, je dirais ceci. Donc là, c'est beau de parler. C'est beau de faire des discours vraiment excellents. Parce que des conférences comme ça, des débats comme ça, on en a donc depuis que l'Afrique se recherche vraiment. Donc depuis que l'Afrique cherche sa vraie identité. Alors, si il faut essayer un peu d'être vraiment pragmatique, réaliste. Donc, qu'il y ait des propos comme ça, des fois ça saoule. Ça saoule. Mais sans être méchant, vraiment, je ne pas sans être méchant. Parce que vu le premier intervenant, le deuxième et le troisième, donc c'est comme si ça reste que des discours. Donc ça ne propage pas vraiment, ou ça ne projette pas des mesures vraiment concrètes pour autant faire espérer en fait, pas la communauté qui est là présente, mais quand même l'espoir de tout un continent, de tout un peuple quand même. Donc, ceci étant dit, moi j'aimerais avoir à votre appréciation, en fait, votre sentiment, je dirais, par rapport à la mondialisation, donc la globalisation, telle qu'on connaît aujourd'hui. Le monde est contrôlé par l'Occident, donc le monde de Davos. Le monde de Davos, ça veut dire tout simplement l'argent, la technologie. C'est ce qui veut tout contrôler, donc c'est cet organisme-là qui veut tout contrôler. Alors, la place ou le rôle, en fait, déterminant de la jeunesse africaine, on n'est pas parler de la jeunesse mondiale, hein. C'est vraiment quoi? C'est vraiment quoi? Donc, parce que jusque-là, nous voyons que par rapport à vos propos, vous avez essayé un peu d'insister sur que nous devionnons, en fait, que nous redevionnons, si vous voulez, donc les propriétaires. Mais cela nous semble un peu, je dirais, pas impossible, hein, mais irréaliste, le fait que nous ne sommes déjà pas dépendants de nous-mêmes. Et donc, votre souci, c'est les dépendances, que nous soyons dépendants. Mais jusque-là, on se voit vraiment limité par les moyens employés parce que notre adversaire veille. Il est là, il veille bien sur nous. Il a mis les moyens depuis toujours. Il a été un fin stratège pour nous contrecarrer. Donc moi, je ne sais pas si vraiment, sur le plan matériel, on est capable de rivaliser aujourd'hui avec l'Occident. Si ce n'est, peut-être que sur le plan spirituel, en comptant en fait sur l'apport de Papa Simon Kimbangu. Voilà, merci. Merci pour la question. Merci pour cette occasion. Donc je préfère toujours poser mes questions. Je préfère avoir des questions stupides que d'être stupide en ne posant pas de questions. Je voudrais juste faire une petite observation, si vous permettez. Je pense que j'ai vu quelques agitations dans la salle, hein, si vous permettez, franchement. J'aime bien être libre. Le frère est intervenu, mais j'ai vu quelques agitations. Je pense que si on se dit, quelque part, marcher, on va dire disciple, entre guillemets, d'une philosophie, d'une doctrine, on se devrait de pouvoir vraiment imiter la personne, tant dans le fond de sa démarche que dans la forme. Je crois qu'un homme comme Papa Kimbangu, je pense qu'à son époque, hein, je n'ai pas existé dans ça, et je n'ai pas forcément suivi tout ça, mais je pense qu'à son époque, il était ouvert à toutes les questions les plus stupides du monde. Et je ne pense pas qu'il aurait réagi avec autant d'acharnement quand une personne va à l'encontre de sa démarche. Je crois que la tolérance est la règle mère par rapport à des moments comme ça, parce qu'un frère qui se déplace, une sœur qui se déplace vers vous pour écouter quelque chose n'est pas dans une contrainte, n'est pas dans une obligation. Et vouloir avoir une lumière, c'est son droit le plus légitime qui est incontestable. Et je crois que la façon de frister les gens ou de brimer les gens par nos réactions peuvent les freiner aussi à venir vers nous, même si nous avons une vérité, je pense, hein, en tout cas très humblement. Moi, ma question, effectivement, va d'ailleurs dans le sens du frère, c'est de dire, peut-être pas forcément dans la même direction, c'est de dire, la vision, elle est bien, elle est bonne. Hein, on en a entendu des choses, effectivement, des présentations.
votre exposé était bien, même l'exposé du précédent orateur était parfait. Ce que moi je me demande, c'est est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'une idée, une ébauche même, d'un plan qui permettrait de pouvoir agir en collectivité ou en structure organisée dans l'aspect politique, par exemple, ou alors, pour dire mieux, politico-socio-économique. C'est-à-dire une structure, comment mener un combat politique, par exemple. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'ancrage et l'enracinement du système ne laisserait pas forcément, comme à cette époque peut-être, la possibilité d'agir individuellement et de pouvoir être influent. Et s'il faut racheter des terres, combien de personnes seraient aujourd'hui en possession déjà des moyens pour s'acheter des terres? Et jusqu'à quand, pour une étendue, par exemple, grande, pour prendre rien que le Congo actuel, qu'on appelle RDC, rien que déjà pouvoir conquérir tout cet espace-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire en se regroupant, en se structurant? Et quelle est une forme de ligne idéologique, politico, socio-économique, tout ce que vous voulez, qui peut faire un contrepoids par rapport au système et à son ancrage? Merci. Merci pour la question. Avant d'arriver sur la troisième question, tous les points de vue. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de question stupide, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que personne ne soit frustré dans la salle de se dire que j'ai une question stupide. Non, toute question est une question. Débat et échange. On est là pour apprendre ensemble, pour avoir une idée constructive ensemble, pour avancer ensemble. Donc je vais donner la parole. Merci. Bonjour frère. En fait, lorsque je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez longtemps insisté sur le fait d'acheter les terres, de reconquérir en fait nos terres. Mais en parlant de ça, on parle bien de l'aspect économique, une fois de plus. Mais à qui appartiennent ces terres vraiment? Parce qu'on sait qu'on a été depuis longtemps colonisés, on a été occupés et on est encore occupés. Est-ce que nous savons à qui réellement appartiennent nos terres aujourd'hui? Et si on se met tous à acheter, comme vous nous le suggérez, n'est-il pas risqué? Et cette économie-là, elle va aller dans les mains de qui? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on sait que la monnaie, par exemple au Congo, c'est le franc congolais, c'est ça, non? Je crois. Comment ça s'appelle? Au Sénégal, c'est le CFA. Donc une fois de plus, c'est quel système qu'on finance? Bref, je m'arrête là, merci. Merci pour ton brillant exposé. Je vous ai suivi très bien, et quelque part, vous avez dit, Papa Simon Kimbangu nous recommande de se référer à la Bible pour retourner à nos racines. Là-dessus, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que lui-même, il a dit, on va se référer évidemment à la Bible, mais c'est pour découvrir les mensonges des prêtres blancs qui nous ont apportés en Afrique. Parce que il faut que les voleurs soient attrapés avec l'objet volé. Ça, c'est Papa Simon qui a dit. Si on devrait se référer à la Bible, c'est pour découvrir les mensonges qu'il y a dans la Bible que les prêtres blancs nous ont apportés en Afrique, soit disant que nous ne connaissons pas Dieu et qu'il devrait nous apporter Dieu, alors que derrière, il s'est caché quelque chose. Et puis, ma question aussi, je vais la poser sur le chapitre de la terre. Comment récupérer notre terre face à ces grandes puissances qui ont la même mise sur le monde? Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Vous l'avez bien dit, la mondialisation, c'est l'impérialisme qui s'installe partout dans le monde. Or, aujourd'hui, comme l'a dit Papa Simon-Mbang en 1921, que tous les gouvernants qui viendront juste après l'indépendance serviront les intérêts des Blancs. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir maintenant comment on va récupérer cette terre-là. Et quelque part, le rôle de Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu doit intervenir absolument. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à ces puissances-là, je ne vois pas comment on va récupérer nos terres. Si Papa Simon Kimbangu n'intervient pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que par rapport à ces puissances-là, ils ont la même mise partout dans le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, on va commencer à s'entretuer.
C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu, ce qui se passe à l'est du Congo. Voilà ma question là-dessus sur les problèmes des terres. Merci. Je vous remercie. On avait la troisième. Juste d'être bref, s'il te plaît. Pas tout ce qui vient d'être dit par les frères. Excusez-moi, mais vous savez, quand une personne fait des recherches assez approfondies, quand une personne se donne à ses recherches pour parler, pour s'exprimer, il ne faut pas vouloir tout de suite venir répondre sans réellement capter l'analyse qui est dans le verbe. C'est-à-dire, comment récupérer notre terre. Après, on dit comment faire ceci. Nous devons savoir, nous avons tous un testament qui Mbangu nous a laissé. Si moi je dis que je suis plus intelligent que... Si moi je ose dire que je suis plus intelligent que vous, c'est que je suis fou. Si vous aussi vous osez dire que vous êtes plus intelligent que moi, c'est que vous êtes fou. C'est quoi le problème? C'est que, inutile de nous presser, une personne qui connaît réellement, qui est D116, 189, Kim Mbangu, n'a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas question de comment seront récupérées les terres, comment seront nanana. C'est lui qui a vu le noir et le blanc, le gris, ne se pose plus de questions. C'est comme si moi, je sais que telle personne est comme ça, je marche avec la personne, oh là-bas il y a des soldats, je ne vais pas m'inquiéter, je connais sa force. Alors récupérer la terre en question, ne cherchez pas à savoir comment récupérer la terre, non. 1921, Mbanda Ntsanda, Bana Bilaka pe Bana Bilembo, Barouta Mikili Poto Bakoya. Bangonde Bakotonga Nkongo ya Sika. Et quand on a roi divin, Kwatulendu, l'homme a 3 pouvoirs. Alors, c'est lui ou celle qui connaît Kimbangu n'a pas posé ces questions-là. Parce qu'il faut savoir, Ngolo, moi franchement je vous dis une chose, excuse-moi, en bagarre, il se peut que quelqu'un peut me taper en bagarre de rue comme ça, me taper. Mais tout ce qui est bagarre spirituelle, quelle que soit l'arme nucléaire, quel que soit tout, je suis puissant. Donc la bagarre, c'est pas comme ça. On doit savoir qui est Kimbangu. On ne doit pas se poser la question, comment on va prendre la terre? Comment prendre la terre? Oh le frère, on ne parle pas comme ça, on en a marre des discours. Maintenant on va faire... Non, on ne peut jamais faire une guerre si au fond de nous la conscience n'est pas assez éliminée. Avant de faire s'affronter une guerre, on doit être éliminé. Parce que là, nous marchons, on voit des carreaux. Mais c'est quoi les carreaux? Il faut tout décoder. Arrêtons de croire que non. Moi, franchement, il est temps que nous, les Congo, les Ntoukan Congo, on sache que on doit commencer à être fan de l'intellectuel de nos frères. Donc, si quelque chose de bien, je suis fan de mon frère, je suis fan de mon frère, je suis fan d'eux. Parce que chacun, nous sommes tous, Kimbangu, Congo, c'est un arbre. Et nous sommes des branches de la même racine. Il est temps qu'on commence à s'applaudir, à commencer à être fan de nos frères, tout ce qu'ils disent. Parce que même toi, si tu veux être élevé, plus que là où Zeus est, tu dois apprendre à aimer ton prochain, à aimer sa parole. Parce que quand tu respectes l'autre, tu respectes 216. Donc voilà. Donc ce n'était pas pour poser une question, parce que je remarque, il y a une question tout à l'heure qui s'est posée aux frères. Peut-être si ça ne l'a pas dérangé, ça m'a dérangé. Parce que je suis... Mis à part, je suis Ngunza. Je suis un Ngunza. En français, si on dira métaphysicien, on dira tout cela. Je sais que la spiritualité, souvent, lorsqu'on voit sa recherche, que quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, ça fait mal à toi qui as fait des grandes recherches. Merci. Venir ici. Merci aux intervenants. Je vais faire une petite réflexion, surtout pour nous les Africains. Ça fait au moins un bon moment que nous sommes indépendants. Les Occidentaux nous ont laissés. Et à la forêt, il y a tout ce que nous voulons. Est-ce que si nous récupérons la terre, si nous avons tous les moyens, si les Occidentaux nous donnent même des milliards, mais est-ce que si nous ne changeons pas les mentalités, si nous récupérons la terre, si on nous donne des millions par des Occidentaux, si on nous donne des dons par des Occidentaux, si nous-mêmes Africains, si nous ne changeons pas les mentalités, vous croyez qu'on va s'en sortir? Pourquoi je dis cela? Dans l'enseignement de Mfumu Kimbangu, on dit ceci: le voleur sera attrapé avec l'objet qu'il a volé. Cet enseignement doit commencer par nous-mêmes d'abord, Africains. Bien sûr, les Occidentaux sont venus, ils ont pillé. Aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Non, je veux dire, même s'ils ne sont pas là, s'ils sont là, ils sont toujours là. Mais je vais prendre l'exemple de nos présidents, de nous-mêmes. Hier, il y avait une jeunesse qui était ici. J'avais un ami à moi, jeune, il était ici. Il parlait. Il y en avait beaucoup. Il se disait, moi je vais rentrer au pays. Mais ces jeunes hier qui disaient que non, les Occidentaux nous font ceci. Je prends par exemple dans le gouvernement de notre pays, au Congo. Il y a pas mal de ministres qui étaient ici en Europe ici, à qui on a donné des responsabilités. Mais une fois arrivé dans le pays, ce qu'ils disaient hier ici en Afrique, ici en Europe, ce n'est pas ça. Et quand on regarde aujourd'hui leurs comptes, ils se sont servis. Est-ce que si nous-mêmes ne changeons pas les mentalités, même vous êtes là aujourd'hui, si on vous prend aujourd'hui, on fait des discours ici, on vous prend aujourd'hui, on vous nomme aujourd'hui ministre, président de la République. Si je ne change pas mes mentalités, est-ce que vous croyez que nous allons développer l'Afrique? Si on nous remet toute la terre, on nous donne la terre, si on nous donne tout ce que nous voulons, est-ce que si nous ne changeons pas, nous... Puisque quand Fumugima on dit que les voleurs seront attrapés. Donc là, il dit qu'il ne faut pas voler, donc il interdit. C'est la mentalité. Puisqu'un voleur, il n'a pas une bonne mentalité. C'est-à-dire, en quelque sorte, il nous enseigne nous-mêmes aussi, Africains. Donc c'est un message qu'il a voulu passer par là. Alors moi, je me suis dit que c'est bien. C'est une idée déjà. C'est un avancement qu'il dit que nous devons récupérer nos terres. C'est déjà une idée déjà. Mais après avoir récupéré la terre, après avoir eu toutes les richesses, après avoir eu des capitaux, maintenant nous-mêmes, si nous n'avons pas changé les mentalités, vous croyez qu'une personne n'a pas changé de mentalité, même on lui donne des milliards, il va construire un pays? Non. Donc, en quelque sorte, je vais dire ceci. Même le paix qu'on avait, et puisque ces gens-là, les paix qu'on avait, ils se sont fait de leur bonheur, la plupart des présidents africains. Ils avaient aussi quelque chose de faire. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? C'est les mentalités. Donc, moi, je pense que le nœud du problème, c'est le message de Mfumukimbangu qui dit que changeons nos mentalités, ne volons pas, ne trichons pas. Donc, puisque nos ancêtres ne volaient pas. Donc, les retours dans notre tradition, nos ancêtres ne volaient pas. C'est ça. Donc, quand Mfumukimbangu dit que ne volez pas, il nous demande de changer nos mentalités, puisque nos ancêtres, au pays, par exemple, nos ancêtres, ils pouvaient ouvrir une maison et partir à la forêt. Il revient, personne n'entre dans la maison. Mais aujourd'hui, dans nos pays, ouvrir la maison, même si les blancs sont ici, même s'il n'y a aucun blanc, essayez de faire cela. Aujourd'hui, il n'y a aucun blanc dans nos villages. Même à Kinshasa, il n'y a aucun blanc. Ouvre ta maison et va au marché. Quand tu vas revenir, tout est vrai. Donc, il y a question de mentalité. Donc, Fumukimbangu nous enseigne, nous devons changer. La base du développement d'un peuple, c'est de changer d'abord la mentalité. Je sais que ça m'appartient. Si quelque chose ne t'appartient pas, il ne faut pas le prendre, le bien public. Mais si nous ne changeons pas les mentalités, que moi, je me suis dit que c'est que se trouve là, donc je peux prendre comme je veux. Mais on n'avancera jamais. Donc, ça fait partie des idées aussi. Moi, je pense que nous devons aussi changer les mentalités, nous qui sommes ici. Merci. On est pris vraiment à ceci. On arrive vraiment à la fin. 30 secondes parce qu'elle avait demandé... Aujourd'hui, nous sommes devant un état de fait. Est-ce qu'on attend que l'écriture Mandomé, pour prendre cet exemple, puisse s'imposer? Est-ce qu'on attend que l'écriture Mandomé puisse s'imposer en tant que telle pour demander à nos jeunes de... Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'état actuel des choses, il faut tout simplement demander à nos jeunes de faire leurs preuves, accepter ce qui est déjà fait? Le frère a raison. La science est tellement vaste que ce qui est fait aujourd'hui a été énoncé il y a très longtemps. Donc peut-être que nos jeunes doivent tout simplement s'adapter et être pragmatiques, donc réaliser. Donc, après, je vous pose une autre question. Vous avez établi un lien très particulier, et beaucoup de spécialistes le font, avec l'Égypte. Bantou. Quel rapport faites-vous entre les Bantous qui partent d'Afrique centrale, et qui arrivent jusqu'en Égypte? Et beaucoup de spécialistes disent que l'Égypte est la terre des Noirs. Quel est ce rapport que vous pouvez établir? Parce que n'oubliez pas qu'on va raisonner dans l'espace et le temps. L'Égypte, c'est l'extrême nord de l'Afrique, et nous sommes au cœur de l'Afrique, l'Afrique centrale, les Bantous, parce qu'on s'arrête un peu sur les Bantous. Juste établir ce rapport-là entre les peuples Bantous et évidemment l'Égypte. Merci beaucoup. Je suis vraiment... Non, je vais faire mon possible, mais les questions ont été très très vastes, mais je vais répondre de manière très synthétique, si on me le permet. Donc,
Déjà, Papa Simon Kimbangu se référait... Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que Papa Simon Kimbangu nous aurait dit de se référer à la Bible pour retrouver nos racines. J'ai dit qu'il nous avait, même si il nous a dit de nous référer à la Bible, il nous a aussi et surtout dit de nous référer à nos racines. En fait, c'était deux références différentes que j'ai utilisées. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il a parlé de la Bible. Mais donc moi, je ne vais pas utiliser que la Bible, même si le vocabulaire introductif était plutôt chrétien pour introduire le sujet. Mais après, je suis retourné à nos racines pour développer le sujet. Donc voilà, ce sont deux références distinctes. Donc voilà, j'ai répondu à ça. Donc comment récupérer nos terres face aux puissances et aux interventions, voilà, face aux puissances, au président, etc. Et est-ce intervention de Fumu Kimbangu à ce niveau-là? Pour moi, Fumu Kimbangu, il est déjà intervenu pour cette question-là. Il nous a déjà dit, il nous a déjà donné le plan à effectuer. Il nous a déjà dit qu'il fallait qu'on retourne, ce qu'a développé le frère tout à l'heure, il fallait qu'on retourne à nos valeurs, qu'on retourne à nos cultures, etc. Il a déjà dit ce qu'il faut faire. À quoi ça servirait qu'il réintervienne, puisqu'il a déjà dit, il est déjà intervenu, il a déjà fait, il nous a déjà donné la ligne directrice à faire. Maintenant, c'est à nous de l'appliquer. Comme on a dit, l'homme noir, c'est Dieu sur terre. Donc si nous sommes Dieu sur terre, je ne vois pas où est le problème à récupérer cette terre. Nous sommes Dieu sur cette terre, on la récupère tout simplement. Ce n'est pas aussi compliqué que vous pensez, parce que ce n'est pas les Occidentaux qui sont propriétaires la majorité des terres en Afrique. Rappelons-le. Ce n'est pas si compliqué que ça de récupérer les terres. Il y a tout le temps, tous les jours, des gens qui achètent des champs ou des terrains en Afrique pour pouvoir construire leurs villas, construire leurs immeubles, etc. Ça n'a rien de compliqué. Vous connaissez certainement des gens qui le font quotidiennement. Donc c'est un faux problème à ce niveau-là. Juste pour vous montrer que même si les Occidentaux avaient la main mise sur le territoire, ça ne changerait absolument rien à la divinité de l'homme noir et le fait qu'on pourrait récupérer les terres. Je vais prendre un autre exemple historique, celui de ceux qu'on appelle les nègres marrons. Les nègres marrons dans les Caraïbes, donc qu'on présente aujourd'hui comme étant soi-disant les esclaves qui se seraient échappés. Bref, on ne va pas rentrer dans le débat là, mais le point intéressant, c'est que les nègres marrons, beaucoup ont fait leur propre royaume. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis de l'esclavage, ils ont décidé, nous ne sommes pas des esclaves. Ils sont sortis donc des propriétés des Blancs, ils sont allés faire leur propre royaume dans le territoire contrôlé par les Blancs. Et ils étaient tellement sûrs d'eux, ils sont devenus tellement puissants qu'après, les Occidentaux étaient obligés de signer des traités avec eux, comme si c'était une nation qui avait toujours existé là. Or, ce sont des anciens esclaves. Donc c'est parce que leur propre volonté, ils ont dit non, nous ne sommes plus des esclaves. Ils sont partis, ils ont pris une terre, ils ont bâti leur royaume et les Occidentaux étaient obligés de se soumettre. Après, bien sûr, il y a eu des guerres, etc., mais ils les ont considérés comme un État réel. Ils ne les ont pas considérés comme étant une succursale ou quelque chose qui n'existait pas de fictif. Ils ont réussi à s'imposer d'eux-mêmes parce qu'ils étaient sûrs de leur divinité. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes et de leur identité. Ils ont dit, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des hommes, donc on se comporte comme des hommes. Donc l'homme doit récupérer sa terre. Donc deuxième chose, donc, après avoir récupéré nos terres, doit-il y avoir un changement de mentalité? C'était l'intervention du président. Quand j'ai essayé de faire mon exposé, j'ai essayé de montrer qu'en fait tout était lié. C'est pour ça que j'ai bien utilisé l'exemple d'Héroux, puisque Héroux représente le changement de mentalité. Il y a le chaos, et lui, il revient avec l'ordre divin, la volonté divine, la ma'at, comme disaient les ancêtres, donc c'est-à-dire, il revient avec les valeurs ancestrales. C'est ce qui lui permet non seulement de récupérer les terres, mais aussi d'imposer à nouveau, de faire en sorte que l'Égypte redevienne la terre bénie, comme à l'époque de son père, si ce n'est plus. Donc le changement de mentalité, il va avec. C'est pour ça que j'ai bien demandé aux anciens de ne pas oublier de transmettre les valeurs en question à la jeunesse. Et la jeunesse ne pas oublier qu'il faut qu'elle écoute pour pouvoir la récupérer et qu'aussi elle analyse pour voir là où les anciens ont flairé et là où ils ont réussi. Et dernière chose, nos jeunes
doivent être pragmatiques. Je suis désolé, pour moi, je ne vois pas ce qu'il y a de plus pragmatique de récupérer de la terre, cultiver et entreprendre. Pour moi, c'est les actions les plus pragmatiques qu'on puisse faire. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions cette fois. Compte tenu du temps, je vais vous demander de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Donc, Papa Adrien Fouakasumbu, Papa Kimbavudi Tsiangani, Papa Nyoto Shabazz, veuillez les applaudir, s'il vous plaît, pour cette conférence, à la fin. Encore une fois, merci à tous. Débat et échange. Le but, c'est que ça soit quelque chose de constructif des ensemble. Pour terminer, je vais demander à une personnalité, en l'occurrence, Papa Nzaki Mwena Matondo, de venir en tact sont ici. Il y a un papa qui est parti, il a demandé des cours de Mandombe, il a inscrit son nom. J'invite tout le monde à toute discussion sur le sujet, inscrivez vos noms. Vous avez des questions, vous voulez parler de quelque chose, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est pour ça qu'on a pris vos mails. Merci. Excusez-moi. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Je vous présente mes excuses d'être venu en retard, mais j'avais été retenu par beaucoup d'autres occupations. Ce qui vient de se passer, c'est quelque chose de très important parce que la jeunesse kimbanguiste et souvent les jeunes Africains se retrouvent ensemble, mais ne réfléchissent peut-être pas sur le problème de l'Afrique et la manière dont cette conférence s'est déroulée. Je tiens à remercier tous les conférenciers parce que cette conférence nous a appris beaucoup de choses. L'Afrique ne peut pas se développer, disait son éminence Dianguina Kuntima, si nous ne connaissons pas, si nous ne suivons pas Papa Simo Kimbangu. La lutte qu'il a menée et qu'il a gagnée, il a gagné contre tout un système. C'est lui-là qui est en train de nous dominer. C'est lui-là que nous craignons. On a l'impression qu'il n'avait en face de lui que les Belges. Mais c'est tout l'Occident, c'est tout le monde entier qui était face à lui. Il a vaincu et nous allons aussi vaincre. Mais nous devons le suivre. Mais la plupart du temps, comme nous avons tous, comme nous sommes tous porteurs de séquelles coloniales, il y a encore beaucoup de Noirs qui continuent à minimiser Papa Simo Kimbangu et son œuvre. C'est une erreur grave. Si nous ne devenons pas nous-mêmes, nous n'allons rien faire. Vous voyez, par exemple, en matière de langue, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Papa Trésor. Papa Kibavudi a parlé de la langue. Je l'ai lui et fait remarquer. Tous nous parlons de l'écriture Mandombe. Mais si nous disons Mandombe, est-ce que dire Mandombe en Kikongo, cela a un sens? Dites-moi, il y a des Congo ici. Ça n'a pas de sens parce que l'écriture ne s'appelle pas Mandombe, mais l'écriture s'appelle Mandombe. Ça veut dire qui appartient aux Noirs. Mais si tu dis Mandombe, tu n'as pas fait ressortir le sens
Donc tu dis Mandombe à un Congo, cela n'a pas de sens. Mais si tu lui dis Mandombe, c'est-à-dire ce qui appartient aux Noirs, et ça a un sens. Et tout ça, ça vient de quoi? C'est parce que, assez souvent, nous réfléchissons dans nos cultures et nous parlons dans une langue étrangère. Notre frère, le dernier, a beaucoup insisté sur la terre. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ces concepts, sur cette notion. Mais sachez-le bien, le plus grand bien, la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir sur la terre, c'est la terre. Si tu n'as pas de terre, tu n'as rien. Tous les jours, nous marchons sur la terre. Nous sommes dans des maisons qui sont construites sur la terre. Les routes sur lesquelles nous roulons sont sur la terre. Les arbres, les champs que nous avons sont sur la terre. Et l'eau est sur la terre. Si tu n'as pas la terre, tu as quoi? Tu vas être en l'air, tu vas marcher sur quoi? Tu n'as pas de bien. Papa Simon Kimbangu nous aidera à récupérer notre Afrique. Mais nous avons aussi physiquement des efforts à fournir. Les conférenciers ont beaucoup parlé des îles. Mais quel était le combat du président Mugabe? Nous ne l'ignorons pas. Vous voyez, votre père, votre grand-père allait se faire embaucher chez un blanc. Allait cultiver les maniocs du blanc et allait commander un morceau de bien, une botte de bitécoutécou chez un blanc. Ça, c'est une lutte légitime. Tout l'Occident était contre lui. Mais il a gagné. Parce que la terre, c'est la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir sur la terre. Seulement voilà, la terre récupérée, il faut la gérer. Il faut la gérer, il faut produire, il faut créer des coopératives, il faut s'assembler dans des associations. Mais généralement, nous, les Africains, comme nous ne nous aimons pas beaucoup, nous oublions souvent nos propres intérêts, au point que, à Château-Rouge, nous préférons aller acheter nos chikwang chez les Chinois au lieu de les acheter chez nos propres frères africains, congolais en l'occurrence. Parce qu'on a voix misaillé. Nous devons revenir à nos racines, à nos valeurs. Pourquoi? Une fois la terre récupérée, c'est la terre à nous tous. Quelle était la notion de la richesse dans l'ancien temps? Est-ce que les chefs du village ramassaient toute la production, tout l'argent pour son compte, ou il avait une mission essentielle de sauvegarder la terre et de protéger sa population? Quand on a une terre qui est un bien commun, on doit aussi savoir partager les fruits de ces biens communs. Et c'est ce qui nous manque. On a parlé des jeunes de la diaspora qui sont devenus des ministres et qui sont rentrés là. À partir du moment où nous sommes toujours les fruits de l'Occident, de la civilisation occidentale, formée à l'occidental,
nous serons toujours des copistes. Nous les suivrons toujours dans leur rap. Les Occidentaux, ce sont les descendants de Jacob. Ne l'oubliez pas. Dans l'ancien temps, les valeurs étaient différentes. Nous les avons rejetées, nous avons pris des valeurs qui ne sont pas les nôtres. L'Afrique centrale, le royaume du Congo avait été partagé. On parle de partage. Mais l'essentiel pour l'Occident, ce n'était pas de découper la terre. C'est séparer le peuple Congo pour instaurer la rivalité. C'est affreux. Moi, je me rappelle, en 1960, il y avait des problèmes entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Le Premier ministre, c'était alors Moïse Tshombe. Il avait chassé tous les Congolais qui travaillaient à Kinshasa, au Congo. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'apprendre que les Congolais ont été chassés de Brazzaville ou de Luanda, alors que pendant de nombreuses années, au Congo, on a gardé, on a laissé étudier, on a vécu avec des Angolais qui sont devenus même, qui ont même étudié avec de l'argent du gouvernement congolais. Parce que moi, j'en ai connu des étudiants quand j'étais à l'université Lovanium. Par conséquent, nous devons sortir de cette logique-là. Nous en parlons, mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ce que un Mukongo de Brazzaville, un Mukongo de l'Angola, un Mukongo de Kinshasa puissent se sentir réellement comme des frères? Même pour nous qui sommes dans l'église kimbanguiste. Ça, c'est une grande question. Si nous ne sortons pas de cette logique, c'est que nous faisons le jeu du blanc. Tout est dans l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Rien ne pourrait changer dans notre état d'Africain et d'homme noir sans lui. C'est ça mon dernier mot que je peux prononcer et je déclare clos plutôt la conférence qui a été organisée par l'UJKI de la paroisse Saint-Denis, intitulée Papa Simon Kimbangu, père de la Renaissance africaine. Je vous remercie. Des livres à disposition sur le côté, n'hésitez pas à feuilleter, il y a encore des boissons dans le fond. Pour le livre Aliénation, il se fait uniquement sur commande chez Papa Kibavouidi. Pour le livre Aliénation. Merci à tous et bonne soirée.